Je peux te faire croire, tu peux parler à ta maman ou ton papa pour découvrir 3 jours que c'était pas lui. Vous serez jamais anonyme sur Internet. C'est que si on veut vous trouver, on vous trouve. Donc vous êtes dans un bar, vous voyez un QR code pour le menu. Je demande le menu. Ces données personnelles ne nous appartiennent pas. Mon nom, mon prénom, ma date de naissance ne m'appartiennent pas. Les tables rondes dans lesquelles tout le monde est d'accord, on se fait tous chier rapidement. Imaginez une équipe de spécialistes réunis au même endroit pour venir décortiquer un sujet pour qu'on puisse améliorer notre quotidien. Aujourd'hui, nos 3 experts vont tout nous dire sur la cybersécurité. Baptiste Robert, chercheur en cybersécurité, hacker éthique et fondateur de Predictalab, une entreprise spécialisée dans la découverte de failles de sécurité. Il a révélé des vulnérabilités dans plusieurs applications mobiles et sites internet, en grande partie gouvernementales. Véritable chasseur de failles, c'est un hacker, mais on a de la chance, il est de notre côté. Laurane Raymondo, chercheuse spécialisée en protection des données. Elle est membre du Cybercercle Auvergne-Rhône-Alpes. Conférencière, professeure, mais également autrice du livre « Les fondamentaux de la gestion de crise cyber ». Elle est prête à tout pour sécuriser ses données personnelles. Est-ce que Laurane est son vrai prénom ? Sûrement pas. Yassir Khazar, cofondateur et CEO de Yogosha, une plateforme qui connecte des hackers éthiques et des entreprises pour identifier des failles de sécurité. Il est conférencier et professeur, notamment à l'Institut des hautes études de défense nationale et l'Institut des hautes études des ministères de l'Intérieur. Son credo, mieux vaut être attaqué par un allié que par un ennemi. Internet est un terrain de jeu, mais aussi un champ de bataille. Comment s'en protéger ? Bienvenue dans Expert. Avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, on va voir que en termes de cybersécurité, c'est difficile de dormir sur ses 2 oreilles. Mais je vais vous dire, c'est pas un problème pour des nuits reposantes si vous avez une bonne literie, et c'est là que le sponsor de la vidéo intervient. Avant de vous dire de qui il s'agit, leur matelas Original 2 a été testé dans un test comparatif de UFC Que Choisir en mars 2025 et ils ont reçu le qualificatif de meilleur choix. Leur oreiller Nuage Elite a été élu produit de l'année 2025 par les consommateurs en France. Leur lit Select a également été élu produit de l'année 2025 par les consommateurs en France. C'est un énorme palmarès. Évidemment, je parle de la marque Emma. Emma, c'est la marque que j'utilise personnellement pour mon matelas depuis 6 ans et j'en suis très heureux. Je savais même pas ce que je voulais comme matelas et en fait, Emma, ils ont compris ce que je voulais à ma place. Donc ça, c'est quand même génial. Alors, vous risquez de me dire, mais Cyrus, mais moi, je suis pas encore prêt ou prête à changer de matelas. Eh bien, pas de souci. Emma propose des accessoires comme des oreillers, couettes, surmatelas, etc. Donc vous pouvez améliorer votre sommeil drastiquement sans changer de matelas. Et en plus, c'est les soldes d'hiver du 7 janvier au 3 février 2026. Vous avez jusque moins 50% sur le site ema.fr et avec le code CYRUS, vous avez moins 10% supplémentaire sur cette même période, uniquement valable sur les produits en promotion. Si vous n'êtes pas sûr de votre coût, vous avez 100 nuits d'essai possibles et l'envoi et le retour sont pris en charge. Et c'est garanti 10 ans. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que si vous avez besoin d'améliorer votre literie, le choix est vite fait. Merci à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter une très bonne année. J'ai une première question, c'est... Moi, j'ai du mal à savoir personnellement ce qui est possible ou non en hacking. Et donc, du coup, comprendre c'est quoi les principales menaces pour un particulier. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, je peux me faire hacker juste en recevant un SMS ? Est-ce que je reçois juste un SMS ? Parce que l'autre fois, je suis tombé sur un reel sur Instagram qui disait « Oui, attention avec votre numéro parce que vous pouvez vous faire hacker juste en recevant ce SMS. » Et je suis en mode « C'est quoi, c'est dinguerie ?» C'est-à-dire que juste en recevant un SMS, c'est possible de se faire hacker ou pas ? Alors, oui, c'est possible dans certains cas. Et il faut comprendre comment ça marche. Je pense que c'est important de comprendre les gens dans quel cas ça peut se produire, pour enlever peut-être le côté magique que ce genre de raisonnement peut avoir. En fait, sur certains téléphones, dans certaines versions, avec certains protocoles, ce qui se passe, c'est que quand tu reçois un SMS, quand tu reçois un lien, par exemple, c'est surtout ce cas de figure qui est intéressant. Quand tu reçois un lien, vous l'avez peut-être vu, les gens qui regardent, quand tu essaies de poster sur LinkedIn ou quand tu essaies de poster sur un réseau social, on te fait un aperçu de la page avant même que tu publies. Ouais. Sur certains SMS ou sur certains outils de messagerie, tu as le même phénomène. On peut te faire un overview, un aperçu de la page avant même que tu puisses cliquer sur le lien. En fait, c'est là où il y a potentiellement un problème qui peut se produire. C'est-à-dire, c'est un des cas de figure potentiels, le plus connu en tout cas. Donc, tu reçois le lien, ta messagerie est programmée dans un enjeu de te faciliter la vie.
on te fait un aperçu, mais pour faire un aperçu, ton téléphone, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il clique. Il doit aller visiter la page en question. Et donc là, tu peux, dans certaines configurations, exploiter des failles potentielles, soit par une redirection sur la page qui est visitée, soit par de l'injection de code, par du JavaScript. Enfin, il y a plein de techniques. Mais du coup, c'est le cas de figure majeur qui peut illustrer pour que les gens comprennent comment ça peut se produire et comment on peut déclencher ce genre de choses. Pour compléter les propos, il y a plusieurs notions, avant de répondre à la question, en fait, il y a plusieurs notions à ajouter, à introduire déjà. La première notion, c'est la notion de ce qu'a dit Yassir, de faille zéro clic. C'est-à-dire que c'est des failles de sécurité qui vont être déclenchées sans que la victime clique sur quoi que ce soit. Et effectivement, comme l'a très bien expliqué Yassir, quelles sont les actions qui sont déclenchées quand on reçoit un message ? Va y avoir, par exemple, l'aperçu d'un lien, va y avoir la notification. Et donc, parfois, quand on va vous envoyer un SMS un peu spécial, avec un lien un peu spécial, ou même formaté d'une manière particulière, un message WhatsApp avec une image qui est formatée d'une manière un peu particulière, et elle va s'afficher, en fait, quand elle va s'afficher dans le centre de notification, elle va aller exploiter, en fait, une faille de sécurité qui va faire qu'à la fin, votre téléphone va être infecté. C'est genre un script, en fait. Oui, c'est du code. C'est du code qui va être, en fait... c'est du code caché qui va se lancer. On peut le voir comme ça, tout à fait. Typiquement, si on peut compléter le cas de figure, Pegasus, par exemple, pour ne parler que de celui-là, on est sur ce genre d'exploitation de ce type de faille, comme expliqué. Laurent, tu voulais dire un truc ? C'était justement pour rebondir sur Pegasus, un logiciel que beaucoup connaissent pour le coup et qui illustrait parfaitement ces cas de figure-là. Mais ce sont des logiciels qui restent particuliers. C'est plus quand on a une cible qui vise vraiment une personne spécifique. Ça coûte assez cher, il me semble, de développer ce genre d'outils. Exactement. En fait, c'est la deuxième notion qu'il faut ajouter, c'est la question du modèle de menace. En cybersécurité et en sécurité même physique, il y a ce qu'on appelle le modèle de menace. Si vous êtes président de la République, avocat, journaliste, vous n'avez pas les mêmes ennemis. Vous n'avez pas les mêmes menaces qui pèsent sur vous. De fait, de par votre fonction, de par ce que vous faites au quotidien, vous n'avez pas les mêmes personnes qui vont vous vouloir du mal. Et donc, les menaces en termes de cybersécurité vont être différentes. Et vous allez vous protéger, en fait, de manière différente. Et donc, avant toute chose, avant de considérer, en fait, une faille ou une autre ou un type d'attaque, il faut déjà définir son modèle de menace. Et pour monsieur et madame tout le monde, les failles zéro clic ne sont pas dans vos modèles de menace. Okay. Il y a, pour répondre directement, effectivement, c'est possible, c'est techniquement faisable, mais ça ne s'adresse pas à vous. Si vous êtes un activiste, un avocat, si vous avez une fonction très particulière, gênante pour certains types de personnes qui ont beaucoup d'argent, parce qu'une faille zero day, en fait, en réalité, ça va être plusieurs failles, en règle générale, qui sont ce qu'on appelle chaînées. C'est des vulnérabilités qui vont être chaînées. On va rentrer d'un côté, exploiter un truc, et pour, à la fin, infecter tout le téléphone. Et ces failles-là, elles vont parfois mettre 6 mois, 1 an à être trouvées, à être exploitées. Et quand elles vont être vendues à 500 000, $1 million, $2 millions parfois. Et donc, c'est des failles qui coûtent extrêmement cher, donc qui sont très précieuses. Est-ce que l'IA pourrait baisser les coûts drastiquement de certaines menaces et donc du coup bouleverser les modèles de menaces ? Il ne faut pas oublier qu'il y a un objectif à l'origine de la menace. Déjà distinguer le risque et la menace. En droit positif, la menace, elle émane toujours d'un sujet qui est menaçant, que ce soit d'ailleurs un État ou un cybercriminel seul. Le risque est plutôt technique, technologique, naturel aussi. Néanmoins, même si l'IA arriverait à baisser ce type de coût, il n'empêche qu'un cybercriminel n'a pas tellement d'intérêt à écouter les exploits de la veille d'un particulier. Son objectif va rester financier. Vous voyez tous ces trucs, tous les scams de livraison de colis, par exemple. Et donc, on reçoit un lien, genre, oui, on n'a pas réussi à livrer votre colis. Bim, on envoie un lien. Ça, il y a beaucoup de gens, je pense, qui tombent là-dedans.
Et donc il clique sur le lien et en fait ça rentre il rentre dans une machine. Ça me fait penser à l'histoire entre Brad Pitt et Anne et l'arnaque de 800 000 €, où j'ai vu beaucoup de gens se moquer, alors que je pense que vraiment ça peut arriver à beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Je me dis, on peut imaginer quelque chose à grande échelle. En fait, il y a deux questions dans ta question. La première question, c'est est-ce que l'IA va être en capacité de trouver des failles de sécurité ? La réponse est oui, mais on est vraiment au tout début. Il y a, pour prendre un exemple très concret que les personnes qui nous regardent pourront chercher, il y a une équipe chez Google qui s'appelle le projet Zéro. C'est les Avengers des chercheurs en cybersécurité. Il y a les meilleurs des meilleurs. Ils ont fait un premier projet, ils ont utilisé l'IA pour trouver une faille dans un composant qui permet de stocker de l'information qui s'appelle SQLite. Et ils ont trouvé une faille de sécurité avec juste de l'IA. C'est-à-dire que de manière autonome, l'IA a trouvé la faille de sécurité et ils ont réussi donc ils l'ont reporté à l'organisation en question et ça a été réparé. C'est le premier succès, entre guillemets, de l'IA pour trouver une faille de sécurité. Ça reste très embryonnaire. C'est le top du top des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont commencé à faire ça. Pour répondre à la deuxième partie de la question sur est-ce que l'IA va amplifier l'escroquerie, est-ce qu'elle va permettre activer en fait une escroquerie à grande échelle, la réponse est oui, ça va faciliter, ça va améliorer, mais l'escroquerie à grande échelle était déjà là. C'est-à-dire que le fait d'envoyer des emails, des SMS à des millions de gens, ça, les cybercriminels savent déjà le faire. Par contre, l'IA va permettre d'améliorer les textes, d'améliorer les traductions, d'améliorer le contexte, la charte graphique parfois, et donc va rendre plus plausible l'attaque. Si je peux compléter sur ce qui a été dit, mais je suis assez d'accord. Est-ce que l'IA va trouver des failles au-delà des premiers exemples concrets qui ont été trouvés? Globalement, quand on raisonne sur les modèles d'IA générative, qu'on n'a aujourd'hui pas d'IA générale, parce qu'on n'a pas de l'IA générale à ce stade, quand on part du principe que les failles de sécurité qui se trouvent sont documentées, avec des POC qu'on peut reproduire, il n'y a pas de raison pour que des IA ne puissent pas s'entraîner sur des modèles avec le peu de chaos qu'ils ont dedans, tenter des choses et commencer avec soit de la supervision, soit en autonomie, développer eux-mêmes ou trouver sur certains environnements des failles de sécurité. Et puis, il y a des premiers cas, des premiers papiers de recherche qui démontrent ce genre de choses. Maintenant, sur la suite, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a un phénomène de société qu'on ne peut pas négliger, c'est que la technologie va vers la démocratisation. C'est-à-dire, au début, ça a des coûts monstrueux, les premiers ordinateurs. Inévitablement, c'est des choses qui vont devenir moins coûteuses, qui vont être de plus en plus accessibles. Et donc, j'ai presque l'impression c'est une course qui ne s'arrête jamais, mais en même temps, les protocoles qui sont attaqués, on les sécurise de plus en plus, mais on admet quelque part que les attaquants ont une longueur d'avance parce que c'est plus facile de détruire que de construire. On va faire le truc de base. Maintenant, il y a un élément que Baptiste a souligné qui me semble intéressant, c'est le modèle de menace. Et le modèle de menace, pour ceux qui veulent creuser, Monsieur Tout-le-Monde, s'il s'intéresse à ce sujet, il peut aller sur le site de la EFF, l'Electronic Frontier Foundation, qui font énormément de travaux et qui ont même construit des petits papiers pour que toi-même, Monsieur Tout-le-Monde, tu puisses faire une estimation du modèle de menace qui te concerne toi. Tu fais une simulation, genre c'est des questionnaires que tu peux faire et qui t'aident à te dire, tu vois, tu vas arriver à la conclusion que ce qui a de la valeur dans ton téléphone, c'est la photo de mariage avec tes cousins, parce que celle-là, si tu la perds, c'est quelque chose de sentimental, voilà, ou c'est les données carte bleue. Et ça t'aide, en fait, tout d'un coup à te dire, si moi, Monsieur Tout-le-Monde, je le perds demain, soit je rentre en dépression, soit je vais perdre quelque chose de matériel. Mais en remplissant la simulation, je file mes données, non ? Non, c'est quelque chose, c'est un truc que tu télécharges en ligne. Ben, c'est le FF, tu vois. Je travaille pour la privacy, mais qui sait ? John Barlow restera toujours dans cet esprit libertaire de base et accessible. Exact. Mais du coup, ce qui est intéressant pour moi, est-ce que le vrai sujet, je pense, que l'IA déplace en termes de modèle de menace, c'est la partie cognitive. C'est au-delà de te voler des données, je peux te faire croire, c'est ce que tu disais en rigolant, mais c'est la réalité. Tu peux parler à ta maman ou ton papa pour découvrir 3 jours que c'était pas lui. Et en fait, on déplace tout le raisonnement qu'on avait sur des objets sur maintenant les failles intellectuelles, cognitives, le social engineering. En fait, le vrai terrain qui devient compliqué aujourd'hui, c'est là. Et nous tous, on est fiables, tu vois, on est faillibles par rapport à ça, parce que on touche à l'émotionnel. Et ce qui est encore plus dangereux, et je vais m'arrêter là, c'est que l'approche des gens par rapport à l'IA,
se fait par homomorphisme. C'est quand on dit bonjour à ChatGPT, on lui dit merci quand il répond, ce qui est totalement dangereux. Ça n'a aucun sens de lui dire merci au bonjour. Mais malheureusement, les gens sont déjà en train de projeter une relation affective avec ces IA-là. Et je pense que c'est là où on va se réveiller avec des scandales comme ce qu'on a vu. Celui-là, il était gros, mais il y en a plein où les gens vont se faire avoir, et peut-être moi le premier. Hein. Donc, si je résume, oui, je peux me faire hacker en recevant un SMS ou même, par exemple, juste en ouvrant un mail et sans rien cliquer dessus. Mais il y a très peu de chances que ça arrive je peux continuer à ouvrir mes mails. On peut continuer à ouvrir ses mails, mais on peut aussi avant faire d'autres gestes, histoire d'anticiper ces problématiques-là. Vous avez des systèmes très simples qui filtrent, d'ailleurs, on va dire un premier filtre en tout cas, des mails menaçants ou simplement des spams d'ailleurs. Mais le vrai filtre va toujours rester l'humain. Et oui, l'IA peut nous poser des problématiques dans cette course effrénée, bien entendu, mais elle peut apporter des réponses. Mais la première réponse, elle restera humaine derrière. Ça va être se former, se sensibiliser, mais avec un véritable sérieux, à une échelle qui aujourd'hui n'est même pas encore envisagée au niveau étatique. Et pour compléter ce propos-là, je pense qu'il y a un premier fantasme à casser, qui est que la cybersécurité, c'est quelque chose d'extrêmement technique. C'est des hackers qui sortent pas beaucoup de chez eux, qui sont très intelligents, avec des capuches, qui vont trouver des failles de sécurité super complexes et qui travaillent tout de suite pour des États. La réalité de l'état de la cybersécurité, de l'état de la menace globale, c'est que le problème, il est pas vraiment technique, il est humain. Et c'est pas parce que c'est la faute des gens. C'est parce que, en réalité, comme a dit Yassir, c'est la question du social engineering. On va vous faire croire quelque chose. On va vous raconter une histoire. On va vous placer dans un contexte qui va faire que vous allez donner votre numéro de carte bleue, vous allez cliquer sur un lien. Et ce social engineering-là, en fait, il se solutionne pas avec une solution technique. C'est de la sensibilisation qui est nécessaire. Et cette sensibilisation, pour donner des tips très faciles, c'est de dire, vous pouvez continuer d'ouvrir vos mails. Par contre, la première chose que vous devez faire, c'est qui m'a envoyé l'email. Regardez l'adresse qui vous a envoyé l'email. Est-ce que si vous recevez un email de la part de DHL, est-ce que c'est la charte graphique? Est-ce que dans l'email, il y a des fautes d'orthographe? Mais là, j'ai déjà ouvert, là. Oui, mais c'est pas grave. Okay. Mais déjà, est-ce que il y a la syntaxe et la syntaxe de DHL? Est-ce que dans le contexte, est-ce que vous attendez un colis de la part de DHL? Et ensuite, vous regardez le lien. Est-ce que c'est bien @dhl.com par exemple ou dhl.fr Est-ce que s'il y a un lien, il y a très souvent un lien, parce que le but du jeu, c'est de vous faire cliquer sur un lien. Est-ce que sur le lien, c'est un lien qui pointe vers le site officiel de DHL? Faut jamais cliquer. Vous copiez le lien et vous regardez dans la barre d'adresse où il va vous mener à la rigueur. L'idée de tout ça, et c'est là où c'est très accessible, c'est que la cybersécurité, c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est se poser les bonnes questions. Et lorsque vous vous posez les bonnes questions, en fait, vous arrivez souvent aux bonnes réponses. Parce que tout le monde a du bon sens. Et de se dire, tiens, je reçois un email de DHL. Est-ce que l'adresse email qui me l'a envoyé, ça vient de DHL? Oui, non. Non. C'est probablement une escroquerie. Bon, merci, au revoir, je jette. Si je peux compléter, parce que je pense que là, on commence à toucher à un sujet qui est assez essentiel. C'est un peu ce rapport à la technologie. Il y a d'abord un phénomène qu'il faut qu'on garde en tête. En fait, tous les outils technologiques ou notre rapport à la technologie, prenons les ordinateurs. Moi, je suis un enfant de la génération 80, j'avais des ordinateurs en tour. Je pouvais l'ouvrir, je voyais la carte mère, les cartes mémoire, j'en ai cassé... Je te rassure, il y en a encore. Hein. Voilà, j'en ai cassé certains, j'en remplacé, mais de moins en moins, statistiquement de moins en moins. Nous, on est une génération, on a grandi dans ça. Tu enlevais la carte mémoire, tu allais chercher une autre, tu cramais ton ordinateur, tu faisais en sorte que tes parents ne découvrent pas, tu allais en trouver une autre, voilà, tu vois. Et ce rapport-là de ouvrir le capot, le mettre et autres, en fait, c'est quelque chose qui disparaît dans une volonté de simplifier la vie, mais il y a aussi cette perte-là. Et il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Tu n'as rien sans rien. C'est-à-dire je suis totalement d'accord avec le bon sens, ces premiers réflexes qui sont essentiels parce que ça joue sur les premières secondes, mais les personnes qui veulent vraiment aller plus loin, c'est une question d'hygiène. Et ça commence par casser cette peur
de la technique et commencer à y aller. Et il y a de quoi faire. Le Raspberry Pi, tu sais, les ordinateurs ouverts qui coûtent pas très cher, que tu peux acheter. Se réapproprier cette idée de dire, mais je peux bidouiller des trucs. Je peux le faire, en fait. Vraiment, monsieur tout le monde, avec un peu de patience, il passe un peu de temps sur YouTube, tu trouves du contenu que nous, on aurait rêvé trouver il y a 10 ans, 15 ans en arrière. J'ai l'impression que le chemin entre un Raspberry Pi et recevoir un mail DHL, c'est loin quand même. Non, mais ça, c'est un premier principe. Maintenant, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Techniquement, c'est pour ça que je disais, il faut qu'on accepte qu'à un moment, il y a aussi un minimum d'investissement, un peu d'hygiène au quotidien. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si on prend les exemples qu'on est en train de citer, on parlait tout à l'heure de quand on reçoit un SMS, ça peut rediriger, ça peut télécharger. Maintenant, tu peux faire en sorte que sur ton navigateur, tu rajoutes un bloqueur de JavaScript. Pour ceux qui veulent aller plus loin, tu vois, ça ne nécessite pas un effort technique de dingue, mais ça te rajoutera peut-être la petite protection. On note le bloqueur de JavaScript. Qui fait que quand tu iras sur un site, voilà. Mais ça aura un prix. C'est que potentiellement, ta navigation deviendra, dans certains cas, un peu plus compliquée. Et ça, il faut l'accepter. Tu n'as rien sans rien. Soit tu te dis, je m'arrête au bon sens, mais du coup, il y a peut-être d'autres aspects que tu ne vas pas couvrir. Le message, c'est que ça doit être en continu. C'est qu'il faut accepter que ça change, que ça évolue. Et c'est quelque chose qui est tellement présent dans notre vie que je pense qu'il faut inviter les gens, les jeunes et les autres à dire testez des choses. C'est pas grave, testez-vous. Ça se répare, ça se corrige, c'est pas très grave, mais reprenez la main. Sinon, vous allez dépendre de gens comme nous qui vont venir vous dire sur des plateaux télé ce qu'il faut faire et autres. C'est bien, mais tu sais, c'est comme si tu plantes ta voiture en milieu de l'autoroute. Il y a ceux qui sont capables d'ouvrir le capot, de redémarrer le truc et de partir, et ceux qui restent coincés pendant 4 heures sous la pluie, quoi. C'est ça ce que tu risques. Il ne faut pas oublier qu'on a une fracture technologique qui s'est produite à partir de la bulle des années 2000. C'est-à-dire qu'avant, on avait même des magazines écrits, même dans ceux de Stewart Brand, où on avait un apprentissage des codes, où ça s'ouvrait véritablement au grand public. Mais lorsqu'il a fallu trouver un nouveau modèle de rentabilité économique après la bulle, on a vraiment misé sur l'expérience utilisateur, c'est-à-dire faciliter le plus possible la navigation pour le grand public, ce qui leur permettait de gagner du temps, voilà, toujours d'aller plus vite dans l'immédiateté au possible. Et de fait, on était aussi dans une période de miniaturisation croissante. C'est un peu le principe de la loi de Moore de 68 où c'est tous les 2 ans, on réduit la taille de la puce en augmentant, en doublant de fait sa capacité. Jusqu'à arriver à des outils qu'on ne peut même plus ouvrir. Vous avez la plupart des ordinateurs aujourd'hui, on ne peut plus changer la batterie soi-même, finalement. Donc, on a ce détachement du fait qu'il y a ceux qui s'occupent de la partie vraiment technique, bidouillage, etc. Et les autres utilisateurs. Et le fait est que si on veut apprendre à bidouiller, du coup, il y a 2 manières de bidouiller aujourd'hui. Il y a bidouiller dans les paramétrages, ce qui est beaucoup plus simple justement pour toute cette masse d'utilisateurs, et l'autre type de bidouillage qui n'intéressera finalement qu'une petite partie de ces utilisateurs-là, de fait de cette grande démocratisation de l'outil numérique. Je vais compléter, mais être légèrement en opposition. C'est dans le sens où on ne demande pas à tout le monde d'être un bidouilleur. C'est en tant qu'expert en cybersécurité, on a tendance à dire il faut rentrer dans la technique, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous n'avez pas le temps. C'est pas votre métier. Vous n'avez peut-être pas envie. Et en fait, prendre un Raspberry Pi, c'est super cool et allez-y si vous voulez le faire. Mais peut-être que vous n'avez pas le temps et vous avez d'autres trucs à faire. Mais vous avez toujours la nécessité d'être cyber protégé, entre guillemets. Et le point, il est vraiment plus de dire de s'intéresser au projet et de s'intéresser au réglage par défaut. Parce que tout ce qui a été dit est extrêmement vrai. En fait, on a fait des produits. Ça fait 20 ans que, grosso modo, petit à petit, on s'est transformés tous, globalement et de manière mondiale, en consommateurs. On consomme les choses. On va consommer une vidéo YouTube, on va consommer un produit, on va consommer la politique, on va consommer tout aujourd'hui. Et dans notre course à la consommation, en fait, on consomme ces produits avec des réglages par défaut. Et c'est ces réglages par défaut qui sont problématiques en termes de vie privée, plus que, en fait, vos navigateurs, les produits que vous utilisez sont par défaut dans une configuration qui fait qu'ils vont vous prendre un maximum de données parce que c'est là où ils font de l'argent. Et donc là, si vous devez mettre de l'effort, il y aura forcément de l'effort.
Et là, c'est Papy qui parle. C'est si tu veux t'intéresser, si tu veux voir quelque chose, il faut t'y intéresser et mettre un peu d'énergie dedans. Mais c'est d'aller regarder ces réglages par défaut et de voir quelles sont les configurations qui sont les plus respectueuses de votre vie privée et de votre sécurité. Et après, il y a toujours possibilité, comme l'a dit Yassir très très bien, il y a de la ressource, il y en a. Moi, je reçois quasiment tous les jours des messages de jeunes qui disent « Ah, je veux commencer dans l'OSINT, je veux commencer dans la cybersécurité, où est-ce qu'il faut que je regarde ?» Google, c'est Google, YouTube, ce que tu veux. Il y a plein de choses. On n'avait pas tout ça à l'époque, c'était beaucoup. Moi, j'ai acheté un livre de code à 14 ans. J'avais pas d'ordi, donc je lisais le code sur un bouquin de 500 pages. Aujourd'hui, tu fais une recherche YouTube, tu as 12 000 personnes qui t'expliquent des choses extrêmement top. C'est l'accès à la connaissance est facilité. Il n'empêche qu'il faut toujours mettre l'effort pour avancer. Je me demande comment, du coup, vous qui savez tout ça, comment vous faites dans votre quotidien et comment vous gérez genre votre téléphone, votre ordinateur quand vous allez sur des sites, etc. C'est quoi que vous mettez en place? Et j'aimerais qu'on fasse un par un, que vous m'expliquiez vous preniez genre, allez, un peu moins de 5 minutes, 3 minutes, bref, le plus concis possible, pour m'expliquer globalement comment vous faites pour laisser le moins de traces, pour gérer le mieux vos données. Qu'est-ce que vous faites, Yassir, on commence par. Alors, je vais essayer de donner les trucs les plus synthétiques. Sur les téléphones, sur tout ce qui va être SMS et compagnie, je suis sur du Signal et de l'Olvid. C'est les deux solutions que j'utilise aujourd'hui pour fonctionner. Sur toutes tes conversations ? Quasiment toutes, la majorité. Okay. Sauf les trucs qui arrivent. Tu vois, par exemple, sur mon téléphone pro, c'est vraiment ça. Sur mon téléphone perso, il y a la famille et tout, ça diverge un peu. J'ai 2 téléphones d'ailleurs qui sont séparés. Mais sur le principe, c'est ça. Les paramétrages par défaut, Baptiste l'a dit tout à l'heure, ça, je passe un temps fou sur les paramétrages par défaut. À tous les niveaux. Donc ça, tu n'utilises pas WhatsApp, par exemple Ça m'arrive de l'utiliser. Mais pour la famille, quoi. Mais de manière très ponctuelle. Et surtout, j'ai un principe de base que je fais tout le temps, c'est que quand je reçois des liens, je ne clique pas immédiatement. C'est rare pour moi de cliquer direct si tu m'envoies un truc. Tu le mets d'abord dans une solution qui va checker. Soit typiquement, soit je récupère le lien, soit tu vois, où je passe un temps à analyser le truc, mais même si c'est un truc hyper urgent, il faut vraiment faire ça et tout. J'ai développé un petit réflexe qui n'est pas parfait, mais que j'ai en tête. J'ai dans les paramétrages par défaut, par exemple sur les emails, désactivation des images par défaut. Les images ne s'affichent pas par défaut, mais ça, c'est un principe de base. Quand il y a des pièces jointes, je les ouvre souvent sur des solutions de cloud directement. Je les ouvre pas en local pour que ça se déclenche pas sur ta machine. Ouais. En gros, ça se déclenche sur le cloud et tu l'envoies sur le cloud et tu l'ouvres directement sur le cloud. Alors, bien, dans mon entreprise, j'ai une politique de cybersécurité. Je vais pas te détailler ce qui est fait. Ouais. Peut-être le truc qui parlera au plus Monsieur Tout-le-Monde. Moi, j'ai tort. J'ai mes petits bloqueurs t'as raison, plutôt. De script et compagnie. Allez, celle-là, elle est belle. Celle-là, Et donc, voilà, là, typiquement, c'est le genre de choses. Et sinon, vraiment, si, par exemple, chez moi, j'ai un Pi-hole que j'ai installé par défaut sur le réseau qui permet de bloquer tout un tas de... Un Pi-hole, c'est un petit logiciel que je mets sur un Raspberry Pi. Et ça fait quoi, ça me permet de bloquer tout un tas de choses dans tous les sens à la maison. Tous les liens de tracking, vous avez en fait, vous ne le voyez pas, mais quand vous baladez sur un site internet, il y a des requêtes qui sont faites et qui en fait vont traquer un petit peu votre activité sur le site à diverses sociétés que vous ne connaissez pas. Il y a toutes les publicités, le cancer d'Internet, moi je le dis très souvent, c'est les publicités. Les publicités permettent de vous traquer sur Internet de manière très extensive. Et un Pi-hole, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter un filtre supplémentaire et entre votre ordinateur et Internet, ça va rajouter ce filtre-là, ça va le passer à la passoire en disant « Ok, ça c'est du tracking, ça c'est de la pub, ça passe pas, ça sort pas. » Ok, trop bien. Dernière question avant de passer à Laurent. Navigation privée, tu fais comment, navigation privée, toi ? Non, navigation privée. Ah oui, tu m'as dit Tor et VPN. Pour le coup, j'évite le réflexe parce que la navigation privée, en fin de compte, ton FAI, il sait ce que tu fais. Hein. Ok, très bien. Ton fournisseur d'Internet, il sait ce que tu fais. Okay. Donc moi, à partir du moment où je passe sur Tor,
Ça marche. Je minimise. Alors, pour le coup, il y a toujours des techniques, mais au moins avec ça, je minimise un petit peu. Voilà, je perds un peu en vitesse, des fois en qualité. Des fois, je déroge à la règle. Des fois, je débloque moi-même du script quand j'ai besoin de quelque chose. Mais au moins, j'ai des petits garde-fous. C'est là où il est vulnérable, les gars. C'est le matin. Voilà, c'est les premiers trucs. C'est les premiers trucs auxquels je pense rapidement. Et puis les mises à jour. Des téléphones, par exemple. Ou Très les clair. ordinateurs, je suis plutôt maladif de ça. J'essaye de faire les mises à jour très très vite. Si j'ai la notif de ça fait quelques heures que t'as pas, moi ça me rend Très clair. pas bien quoi. Merci beaucoup. Laurent, j'ai la même question, sachant qu'en plus, je sais que on en parlait avec Gwen quand elle s'était contactée et tout. Genre par exemple ton numéro, genre tu donnes pas ton numéro. J'ai l'impression. Donc tu vois, genre c'est pas que c'est aussi un truc psychologique. C'est-à-dire que c'est pas que du device, c'est aussi dans le comportement en fait. Eh bien, contrairement à Yassir et Baptiste, je n'ai pas le même profil technique. C'est-à-dire que je ne saurais même pas mettre en place des choses aussi développées qu'eux, je pense. Donc, j'ai des réflexes qui ont été adoptés à la fois par bon sens. Certains sont pas forcément bons. Peut-être que j'utilise des choses qui sont pas forcément nickel, vous me direz. Mais aujourd'hui, j'arrive quand même à être extrêmement bien protégée des publicités. C'est-à-dire, je n'ai aucune publicité qui s'affiche. Rien ne s'affiche. Je divise en fait ma vie comme les deux le font, hein, je pense. Il y a le côté professionnel, il y a le côté privé, familial, hein, puisqu'on sait que la famille, souvent, ne vous écoute pas. Et puis, bon, il y a toujours quelques petites bisbilles derrière, comme tonton René, hein, qui se fait pirater sa boîte orange et dans laquelle vous êtes, et l'adresse mail poubelle. Mais comment tu fais pour pas avoir de publicité du tout ? Alors, j'utilise... déjà, j'ai toujours le VPN actif. Moi, je suis plutôt branché ProtonMail. Il y a sans doute des défauts, mais... Donc, ProtonMail et ProtonVPN aussi. Oui, c'est la suite complète Proton. Ok. Sur mon navigateur, alors j'utilise Tor assez régulièrement, sinon Brave. Et j'ai mis dessus des éléments comme Privacy Badger, AdBlock Plus, CyberGhost... Et signal spam, quand je reçois des spams dans ma boîte mail poubelle, je les sélectionne, j'ouvre pas, je signale et ça part tout de suite là où ça doit partir. Qui sont des extensions de navigateur. Parce que parfois, moi, j'ai peur d'installer certaines extensions parce que, en fait, je sais pas qui est derrière, j'ai l'impression que je vais donner mes données encore à quelqu'un. Comment tu sais que ces extensions-là, elles sont bonnes, tu vois ? En tant que particulier avec un profil non technique, je cherche qui l'a créé. À qui elle appartient, et je me fais un avis dessus, après. On mène quelques petites recherches, c'est un peu comme avant d'installer une application. Ça, c'est juste mon côté très protection de la vie privée, et pas seulement protection technique non plus. Comme tu me dis pour mon numéro de téléphone, je ne le donne pas comme ça parce que j'ai développé une forme de paranoïa polie. Quand tout à l'heure, Baptiste t'a demandé si tu lui donnerais débloquer ton téléphone, tu donnerais ton téléphone, et bien en fait, c'est le même principe pour toutes les données au quotidien, c'est-à-dire dans la rue, si quelqu'un vous demande de photographier votre carte d'identité, ben non, pourquoi ? Dans un magasin, pourquoi est-ce qu'on ne réagirait pas de la même manière lorsque le vendeur ou la vendeuse nous demande l'adresse mail pour envoyer le ticket ? Non, je préfère avoir un ticket papier, je vous remercie. Ensuite, on a la réflexion, oui, mais on ne vend pas nos données. Peut-être que vous ne les vendez pas, mais par contre, je ne connais pas votre système de sécurité et dans tous les cas, vous pouvez quand même vous faire pirater. Et mon adresse mail se retrouverait à circuler sur des listes. D'où l'adresse mail poubelle. Moi, j'avoue, j'en ai une aussi. L'adresse mail poubelle qui, à un moment donné, de toute façon, finit par circuler et ce jour-là, il faut la changer. Il faut réduire quand même ce risque de cliquer sur quelque chose qui pourrait nous mettre dans une situation extrêmement délicate. Et c'est pour ça qu'on finit par la changer. On a besoin de cette adresse mail poubelle pour des achats, pour des choses un peu simples, on va dire, qui ne relèvent pas du professionnel ou du privé. Ça fait 15 ans que j'ai la mienne. Allez, c'est parti. Ok, merci beaucoup. Tu as rajouté un truc ? C'était juste la problématique des numéros de téléphone. Je reconnais que je change de numéro de téléphone tous les 2-3 ans. Quand je commence à recevoir une publicité, je sais que ça circule. Mais pour avoir un nouveau numéro de téléphone, on demande gentiment à son opérateur, on lui explique qu'on commence à recevoir des trucs, etc. Alors, soit il nous fait payer 10 € pour changer le numéro, soit c'est gratuit. Sauf qu'on
récupère le numéro de téléphone de quelqu'un qui n'a pas su pour autant protéger ses données et on se fait harceler par des publicités qui le concernent lui. Pour le coup, on ne peut pas arriver à récupérer un numéro de téléphone qui est propre et ça, c'est un problème. Même avec des solutions genre on-off, moi j'avoue, J'allais en parler. J'ai un deuxième numéro grâce à ça, mais même avec ça, je me prends des pubs, moi. Baptiste, toi, tu fais comment ? C'est quoi ton hygiène de vie Hygiène de vie très mauvaise, globalement. C'est cybersécurité, je parle. Hygiène de cybersécurité, on peut en parler. Hygiène de vie, moins. Je pense que faut commencer par comme je disais tout à l'heure, il faut commencer par le basique, qui est le modèle de menace. Je pense qu'avec Yassir, on a à peu près le même modèle de menace. Par ça, j'entends, je suis un chef d'entreprise, je suis français, je suis public dans le sens où je passe beaucoup dans les médias et autres. J'ai fait des choses dans le passé, entre guillemets, qui m'ont donné de l'exposition et qui, du coup, m'ouvrent à des menaces qui sont un peu différentes de monsieur et madame tout le monde. Je voyage beaucoup et en fonction de ça, je vais mettre des mesures de cybersécurité en face. Par ça, le premier principe, c'est le cloisonnement. Il faut cloisonner les choses. Et avoir une adresse poubelle, c'est pas ça la question. La question, c'est de dire, j'ai un usage, j'ai un numéro de téléphone pour un usage. Yassir l'a dit, j'ai un téléphone pour la famille, pour ma vie privée, et j'ai un téléphone pour le professionnel. On peut avoir un numéro de téléphone qu'on va donner à un certain type de personne, et c'est là où on-off... c'est un peu le principe de l'adresse poubelle. Enfin, pour le coup, l'adresse mail poubelle, j'ai l'impression que c'est du cloisonnement aussi. Pas vraiment. Enfin, c'est du cloisonnement... En fait, le cloisonnement implique aussi une temporalité. C'est-à-dire que pour un usage donné, il va y avoir un cycle de vie. Ah oui, toi, tu vas créer un numéro pour une semaine, par exemple, ou par exemple, je pars en voyage. Par exemple, la semaine prochaine, je pars à Washington. Je vais avoir un numéro de téléphone dédié que je vais donner aux gens qui seront sur place. Pour un autre type de public, je vais lui donner un autre numéro de téléphone. Et c'est la beauté d'applications comme on-off, mais il y en a d'autres qui permettent de créer des numéros virtuels et qui vont... on va payer une petite somme d'argent, 3, 4 euros, je ne sais plus combien c'est, et qui vont nous permettre de supprimer des numéros de téléphone. Et tu as ça pour les mails aussi ? Tu fais ça Et j'ai ça pour les mails. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que pour les mails, au lieu d'avoir une adresse email poubelle, il y a le système d'alias. Et le système d'alias, il est super. C'est-à-dire que vous n'allez pas donner votre adresse email, vous allez donner un alias sur votre adresse email. Qu'est-ce que c'est un alias ? C'est que, par exemple, je vais m'inscrire sur l'équipe.fr. Et au lieu de donner mon adresse fsociety@protonmail.com, je vais donner x3640.l'équipe@alias.com. Ah ouais. Et cet alias-là, déjà, quand l'équipe.fr va m'envoyer de l'information, je saurai que ça vient d'eux, parce que cet alias n'est utilisé que par eux. Le jour où j'en ai marre, je peux désactiver l'alias, et donc j'ai plus de communication avec eux. Et si mon alias fuite, je le désactive et fin d'affaire. T'as le nom l'affaire. d'une solution comme ça pour créer des alias Proton, notamment pour ne citer que, mais il y en a d'autres, a racheté une société assez récemment qu'ils ont intégré dans leur Proton Pass, dans leur Password Manager, dans leur gestionnaire de mot de passe, qui vous permet de créer un alias à la volée. Donc et maintenant ils le font quasi tous, les gestionnaires de mot de passe. T'as ça sur Apple. Sur Apple, des fois tu donnes pas ton mail, mais c'est le même principe. Machin private ID. Exactement, et c'est le même principe. C'est vraiment le principe d'alias. Donc vraiment cloisonner, mettre une temporalité, utiliser des alias. Et sur la question, on va y revenir sur la question des VPN, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Vous n'avez pas besoin de VPN tout le temps. Par contre, sur certains usages, moi, je vais utiliser des VPN. Sur certains, quand j'ai quelque chose de bien déterminé à faire, je vais utiliser un VPN. Parfois, je vais utiliser mes propres VPN. C'est-à-dire que c'est là où je pousse le bouchon un peu plus loin. Je ne vais pas utiliser une solution commerciale, c'est que je vais monter un VPN moi-même. C'est-à-dire que je vais louer une machine quelque part dans le monde et je vais faire passer tout mon trafic à travers cette machine-là. Okay. Et quand j'en ai plus besoin, je supprime la machine. Propre. Tu utilises Tor aussi ?
J'utilise Tor, mais de manière vraiment très parcellaire. C'est pas dans mon usage quotidien. J'utilise pour le travail. Privée, tu utilises ou pas? Navigation privée, ça me sert absolument à rien. Ok, alors on va y venir. Après, on est encore une fois, moi je suis dans un modèle qui est très particulier parce que de fait de l'exposition, le fait d'être dans les médias, vous cherchez mon nom sur Internet, dans Google, vous allez avoir toute ma vie, même les professions de mes parents, etc. Ouais, etc. j'ai le même problème. C'est un vrai souci et en fait, c'est vous acceptez ce sacrifice-là, voilà. On peut pas avoir que des avantages. Est-ce que le mode privé de mon navigateur, il est vraiment privé? En fait, je regardais une pub Apple en mode qui disait nous, le mode privé de Safari, le mode anonyme, pardon, de Safari, il est vraiment privé. On laisse pas ci, on laisse pas ça traîner, machin. Vous êtes safe avec nous. Le mode privé, ce que ça peut protéger relativement, c'est ton adresse IP. Le reste, ce qui va se passer, si on considère encore une fois, comme le disait Baptiste à juste titre, à chaque fois, il faut garder cette histoire de modèle de menace en tête. Mais si les gens croient que, par exemple, l'opérateur de télécommunication n'est pas capable de savoir ce qu'ils sont en train de faire, ils se trompent. Ça sert pas à ça. Hein. C'est pas du tout le sujet. C'est beaucoup du marketing. On va le dire simplement. C'est ça a quoi de cacher mon adresse IP? C'est que du coup, tu n'as pas été capté, ou ça peut protéger certains cookies aussi. Et donc, du coup, quand tu arrives sur un site, tu es un peu visiteur vierge, quoi. Tu vois, tu n'as pas tous les conditionnements qu'on peut garder sur ton profil pour te dire, tu vois, on sait que c'est toi quelque part et en fait, on va te mettre ça en avant. Presque ça peut protéger, en gros, hein, c'est ça. Hein. Donc, ça va plus me protéger, par exemple, des publicitaires ou des brokers, ou etc., que, je sais rien, moi, un cybercriminel, gouvernement, tout ça. C'est plus sur une question du tracking, effectivement, de la vie privée, du suivi publicitaire et de ce qu'on appelle le retargeting pour les gens que ça intéresse. Vous avez parlé d'un truc... tous les trois, qui est... alors, je sors un peu de la question, qui est la vie privée. Et en fait, depuis le début, on parle de sécurité, menace, et donc moi, dans ma tête, j'ai vraiment les attaques. Mais vous parlez aussi de la protection de la vie privée. Et dans ma tête, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les données sur ma vie privée, et il y a ensuite le fait de me faire attaquer par des cybercriminels. Mais je vois très bien que dans votre tête, à vous, il y a un pont clair. J'ai envie que vous me parliez de ce pont. J'ai découvert ce concept de vie privée au Conseil de l'Europe. Donc, sous l'angle de la protection des droits fondamentaux. Aujourd'hui, comme je l'enseigne, j'ai aussi appris, puisque quand on travaille des cours, on apprend des choses, que le premier courtier en données, ce qu'on appelle les data brokers, c'est Axiom Holdings et qui date de 1969. Autrement dit, la question des données personnelles, elle est beaucoup plus ancienne que ce que l'on pourrait croire. Et c'est mon point de vue, je ne sais pas s'il va être partagé, mais c'est peut-être même la première menace pour les particuliers, la question de la vie privée. S'il n'y avait pas eu le système, par exemple, des cartes perforées, que IBM a racheté au début du XXe siècle, et qu'elle l'a fourni à l'Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle avait déjà sa filiale sur place, il n'y aurait pas pu avoir un tel génocide. Alors, c'est quoi les cartes perforées C'est un système un peu technique que je ne saurais pas trop développer en détail, mais qui permet d'avoir une organisation justement des données et de retrouver extrêmement rapidement une information. D'accord. En fait, le... Je suis désolé, mais... c'est pour être sûr de bien comprendre. Moi, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, il y a une petite dizaine d'années, j'avais des profs, donc les plus anciens des profs avaient commencé avec des cartes perforées. C'est qu'au lieu de taper du code sur l'ordinateur, il y avait des cartes et le code, c'était les cartes. Et donc, on faisait des trous de manière à dire à la machine, bah, là c'est un 1, là c'est un 0, là c'est un 1, c'est un 0. D'accord. C'est vraiment prenez-le comme du code informatique, le premier type de code informatique à l'époque, de manière à communiquer avec la machine. Voilà. Et cette techno, elle a permis... Elle a grandement facilité, le traitement de ces populations. Le listing de la Shoah, des victimes de la Shoah, ça a vraiment permis d'industrialiser, parce que sinon, le faire uniquement à la main... c'est pas évident, donc ça rentrait parfaitement dans les processus, c'était utilisé dans les processus d'extermination de l'époque. Ça avait été développé à la fin du 19e aux États-Unis justement pour le recensement de la population. En France, c'est Bull qui a développé ce système aussi, qui aurait également servi de cette même manière. Bon, néanmoins, pour ce qui concerne la vie privée,
Il est vrai qu'à un certain moment, pour l'usage d'Internet, lorsque ARPANET a complètement disparu, été démantelé, personne ne voulait payer pour les services d'Internet. Donc il a fallu trouver un véritable modèle de rentabilité et ça a été justement l'exploitation des données personnelles. La problématique, c'est que, comme toujours, finalement, la technique, le progrès a avancé beaucoup plus vite que tout ce qui était régulation derrière et encore prise de conscience, que ce soit des autorités mais aussi du grand public, ce qui nous a amené aujourd'hui à un grand public qui ignore totalement la portée de la simple publication, par exemple, de son enfant à l'hôpital avec des tuyaux de partout, qui pourrait influencer sur le coût d'une assurance plus tard, ou bien d'autres choses. Effectivement, la notion de vie privée fait partie des droits fondamentaux, c'est-à-dire cette nécessité de repli sur soi, de protéger sa petite vie, ses choix de culinaire, tout ce que tu veux, sexuel, voilà, ça fait partie des éléments parce qu'on sait que les gens peuvent être tués sur cette base-là. Tu peux être harcelé sur la base de ta vie privée. D'accord ? Ça, c'est le premier principe, il est là. À quel moment ça se jonche avec la cybersécurité ? Si tu permets une petite digression, pour que les gens aussi comprennent la profondeur, c'est que ce n'est pas des choses qui démarrent tout de suite. Il y a un grand penseur, mathématicien et autres, qui s'appelle Alfred Lotka, qui a expliqué il y a plus d'un demi-siècle que l'être humain est ce qu'on appelle un être exosomatique. C'est qu'on a tendance à externaliser, étendre notre capacité à travers des outils techniques, des objets techniques pour manipuler le monde. Et d'ailleurs, lui, il dit, sans ça, l'humain n'existerait pas. C'est te dire le rapport qu'on a avec la technique et la technologie. Le mythe de Prométhée. Merci, voilà. Et du coup, ce qui se passe avec ces nouveaux gadgets qui nous entourent, une partie de notre vie privée, donc les éléments sur lesquels on peut attaquer, sont stockés à l'extérieur. Le téléphone, par exemple, qu'on a avec nous, il y a maintenant des chercheurs qui disent, sans tomber dans de l'ésotérisme, il contient une partie de notre conscience ou de notre mémoire. Il te rappelle des choses. Il te dit, ah tiens, n'oublie pas le rendez-vous. Le rendez-vous n'est plus dans ta tête, il est dans le téléphone. Et donc, là où la jonction se fait, ces outils-là, on peut les attaquer via des attaques cyber, mais on fait le pont parce qu'on accède à des éléments qui touchent à ta vie privée. Et du coup, en appliquant des attaques cyber, je peux connaître... je ne sais pas, tes choix politiques, tes choix religieux, tout ce que tu veux, et du coup, je peux te harceler sur cette base-là, ou je peux les monétiser aussi. Donc, du coup, je peux détruire ta vie parce que, voilà, je vais très loin dans un peu où je prends des scénarios très, 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 très spécifiques, mais c'est juste pour te dire la jonction entre cyber et vie privée, du coup, elle se fait là. On attaque et on accède à des éléments qui doivent être protégés. Pour compléter le propos, il y a une vraie extension, effectivement, de l'être humain par le biais technologique. La technologie permet, on parle souvent d'augmenter l'humain et on le dit, et l'IA permet de la même façon en fait d'augmenter ces capacités-là. Et effectivement, votre téléphone est une extension de vous-même. Vous mettez de l'information privée ou pas d'ailleurs, mais vous mettez de l'information qui vous appartient. Cette appartenance, le fait que vous êtes propriétaire de ces données-là, c'est effectivement un droit fondamental et ce sont vos données. Vous devez avoir normalement la possibilité de contrôler ces données-là. Si je te demande de débloquer ton téléphone et de me le donner, est-ce que tu vas être serein ? Non. Non. Bah, c'est bien qu'il y a des choses personnelles qui sont sur ton téléphone que tu n'as pas envie que je connaisse. Et si, en fait, je ne suis pas Baptiste, mais je suis une entité, je suis une société qui va te prendre tes données sans forcément que tu en aies conscience. Tu serais pas vraiment serein. Et en réalité, c'est ce qui arrive tous les jours à des dizaines, des centaines, des milliers de sociétés. Et quel est le pont entre la cybersécurité et la vie privée ? J'ai envie de dire, pour moi, il n'y en a pas, mais c'est des sujets qui sont très connexes. Dans le sens où, et c'est là où je suis peut-être pas forcément en opposition, mais sur un avis divergent, ces objets-là, que ce soit un téléphone, tablette, l'ordinateur, ont une nécessité d'être protégés, d'être sécurisés. Et la cybersécurité en tant que telle est un métier de support. On l'oublie, on a tendance à se faire un peu plus gros qu'on est, mais en réalité, on est là pour aider les gens. On est là pour sécuriser les réseaux des entreprises, pour sécuriser les devices des gens. Et en sécurisant les devices des gens, on va en même temps leur permettre de sécuriser leurs données personnelles, puisqu'on va sécuriser ces téléphones qui contiennent cette donnée personnelle-là.
Et il y a plein de sujets très philosophiques, très réglementaires, on en a parlé aussi, sur qu'est-ce qu'une donnée personnelle, qui a le droit d'accéder à quoi, comment on sensibilise les gens à ces questions-là. Est-ce que c'est une menace pour les gens en tant que tels ? Il faut le rappeler, le modèle de menace, c'est-à-dire que, et c'est le point principal, vous n'êtes pas intéressant. Ce que vous racontez à votre femme, ce que vous racontez à votre femme, à votre homme, vous êtes grosso modo, vous n'êtes pas très intéressant. Et donc les gens n'ont aucun intérêt à récupérer vos données. C'est pas vrai ce qu'il dit. Si vous appelez Emmanuel Macron, vous êtes plus intéressant que Baptiste Robert, par exemple, forcément. Mais là où ça va être intéressant pour les sociétés et les corporations, ça va être de récupérer cette donnée-là et de pouvoir, comme ça a été dit, de faire du profit. Parce qu'à un moment donné, en fait, on ne gagne pas beaucoup d'argent à vendre des téléphones. Parce que vendre un téléphone, ça coûte cher. Moi, j'ai travaillé pour des fabricants de téléphones. Vendre un téléphone, il faut acheter le matériel, il faut l'assembler, il y a toute une question de logistique, il y a beaucoup d'intermédiaires. Et en fait, on ne gagne pas tant que ça sur la vente du téléphone en tant que tel. Par contre, sur les services qui vont par-dessus, sur la vente de vos données et les services qui vont être issus de l'exploitation de vos données, là, comme ça a été très bien dit, il y a un modèle économique. Je comprends. Et en fait, c'est vous qui alimentez tout ça. Il y a 3 personnes qui veulent prendre la parole. Laurent, vas-y. Effectivement, on estime à peu près 4000 dans le monde le nombre d'entreprises dont c'est le modèle économique pur. Vous connaissez les principaux, ça s'appelle les GAFAM. Ok. Les personnes n'ont pas conscience que cette menace, justement, elle est désincarnée et qu'elle ne vient pas que du cybercriminel. Le fait est que le cybercriminel se compte par millions dans le monde. On est derrière un écran, quel qu'il soit. On a l'impression d'être en sécurité, sous la couette, à surfer un peu sur Internet avec son portable ou faire je ne sais quoi. Sauf que derrière, il y a 4,5 milliards d'autres personnes qui peuvent entrer en contact avec vous d'une manière ou d'une autre. Et parmi ces 4,5 milliards, ou presque 5 milliards, il y a ces millions de cybercriminels, mais il y a aussi des États, il y a aussi ces entreprises qui ne consiste pas en une menace dans le sens de la cyberattaque, mais par rapport à la vie privée, c'en est une. Pourquoi ? Parce que il y a juste un petit point sur lequel j'étais pas d'accord, ces données personnelles ne nous appartiennent pas. Dans le sens où une partie, en tout cas, ne nous appartiennent pas. Mon nom, mon prénom, ma date de naissance ne m'appartiennent pas. C'est obligatoirement écrit quelque part, c'est-à-dire dans l'état civil, qui, lui, par contre, appartient à l'État et géré par l'État. Par contre, ce que permet la loi, c'est de maîtriser ces données. C'est de savoir qui traite ces données, comment est-ce qu'elles sont protégées, quand elles le sont. Mais pour toutes ces autres entreprises, le fait est que les personnes n'ont pas cette conscience qu'ils ont donné leur accord, leur consentement pour le traitement de toutes ces données-là. Alors on a l'impression de ne pas être intéressant, comme tu disais Baptiste. On n'est personne dans la masse, à part effectivement quand on s'appelle Emmanuel Macron ou autre. Mais c'est parce qu'on est personne qu'on intéresse justement ces courtiers en données personnelles. Ce qu'ils aiment, c'est la quantité de données. On peut produire jusqu'à 30 000 points de données pour un seul profil. 30 000 points de données, ce sont des informations qui nous concernent. Quand on va commencer à vous demander « donnez-moi 100 000 informations qui vous concernent », on va commencer à les lister, on va galérer au bout d'un moment. Les 30 000, on a beaucoup de mal à les sortir, sauf que chez ces courtiers en données, ils en savent plus que notre propre mère sur les conneries de notre enfance, en somme. Et ils arrivent à en déduire des choses qui, sur le long terme, et c'est aussi ce côté un peu désincarné et à vision longue, peuvent causer de graves problèmes aux personnes, jusqu'à aller dans l'aspect rétroactif. Par exemple, en France, si le droit à l'avortement était remis en jeu, qu'on commençait à faire de la rétroactivité et que l'on condamnait toutes les femmes qui ont exercé ce droit-là, qu'est-ce qui se passerait ? Il y a quelques années, un jeune Afghan de 17 ans a été pendu parce que des données ont été récupérées qui auraient prouvé qu'il était homosexuel. Là, c'est effectivement de la vie humaine qui est en jeu. Ce n'est pas tant tiré par les cheveux que ça, finalement, puisque c'est quotidien, mais simplement assez invisible. Ouais.
Si je peux. Voilà, je suis pas tout à fait d'accord. Si hein. je peux, là, je pense qu'on commence à fait, diverger et c'est très bien. Les tables rondes dans lesquelles tout le monde est d'accord, on se fait tous chier rapidement. Je pense qu'il y a, on commence à toucher à des sujets qui se superposent. Oui. Moi, j'aimerais réagir à 2-3 trucs. Je pense que quand on parle, par exemple, Après, je prendrai la parole. Vas-y. Ouais. Quand on parle de l'exploitation des données par les plateformes, on est pour moi purement dans une question de business model / de vie privée. C'est de l'économie. Et on peut l'analyser sans le volet cyber ou avec le volet cyber. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire, quand on va regarder par exemple une plateforme qui exploite ces données-là, on peut se poser la question de jusqu'où elle va dans l'analyse, comment elle les vend, etc., etc. Si on rajoute le volet cybersécurité, la question qui va se poser, c'est par exemple, est-ce que c'est chiffré ? Est-ce que c'est cloisonné ? Est-ce qu'elle fait le nécessaire pour les protéger ? Est-ce qu'elle me donne la possibilité, moi, d'exporter ces données-là ou pas ? Est-ce que si je les supprime, elle va vraiment les supprimer une bonne fois pour toutes ? Ou est-ce qu'elle va garder quand même des metadata pour des raisons, plein de raisons, etc., etc. Donc je pense que là, on commence à arriver à ces sujets qui commencent à superposer. Mais tu vois, le point de départ de comment la jonction se fait entre la vie privée comme sujet à part entière et la cybersécurité qui vient se connecter dessus. Ce qui manque pour moi dans l'équation, parce que là où je suis vraiment pas d'accord pour le coup, c'est si on commence à dire la cybersécurité, c'est un sujet de support, c'est uniquement des supports, je pense que pour le coup, on se met vraiment en danger, j'ai l'impression. Quand on parle justement de la sécurisation de ces entreprises qui traitent les données, c'est une chose. Mais est-ce que les gens savent vraiment que les États-Unis, par exemple, achètent des données légalement à ces entreprises-là ? Que ces entreprises-là sont aussi victimes de violations de données. La fuite d'Experian, il y a quelques années, ça a été un cauchemar gigantesque. Bien sûr. Mais pour le coup, quand les États-Unis achètent des données de géolocalisation de portables à la frontière mexicaine, qu'est-ce qui se passe ? Quand ils achètent les données de Muslim Pro, la première application de prière musulmane au monde, on m'explique ce qu'il y a derrière. Rien n'est jamais sécurisé à 100% tant que c'est connecté à Internet. Jamais. Non, mais pour le coup, on est totalement d'accord. Non, mais ça, c'est un point important. Moi, quand je distinguais les deux, je ne disais pas que c'était sécurisé ou pas. Je disais que il faut garder en tête que ce sont un peu des disciplines à part entière, la vie privée comme réflexion et la cybersécurité, mais qui sont intimement liées, bien entendu. Sur ça, il n'y a pas de sujet. Je reprends la main. Comment naviguer sur Internet en étant vraiment anonyme ? J'ai l'impression que Yassir t'a déjà donné un élément de réponse avec Tor. T'as parlé de Brave, Laurent. Moi, je répondrais, c'est pas possible. Ouais, c'était une deuxième question. Est-ce que c'est possible ? Non, vous serez jamais anonyme sur Internet. Oubliez l'idée, ce n'est pas possible. C'est que si on veut vous trouver, on vous trouve. Anonyme pour qui ? Même avec Tor ? Non, c'est anonyme pour tout le monde. C'est-à-dire que même avec Tor, on peut pas. Même avec Tor. Si on veut vous trouver, on vous trouve. Par contre, comment ? C'est ce qu'on appelle law enforcement, donc les forces de police au sens très large, ont des leviers, que ce soit juridiques ou de par leur mission légitime, la capacité de demander de la donnée ou d'actionner certains leviers qui vont permettre de vous identifier. Je me permets de challenger un peu. Imaginons, je vais acheter un petit ordinateur portable en cash. Oui. Je le boot à partir d'une clé USB. Oui. Sur un Linux, vous savez, les Linux qui suppriment dès qu'on a la clé USB. Bien sûr. J'utilise Tor. Oui. On peut quand même me retrouver ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une enquête, moi, c'est des sujets sur lesquels je travaille beaucoup. Sur des enquêtes, il n'y a pas que la cybersécurité, il ne va pas y avoir que tes traces numériques. C'est-à-dire que je vais aussi avoir la caméra de surveillance du magasin. Ouais. Et tu vas aller l'acheter, les magasins qui acceptent 500 balles ou 1000 balles en espèces, pour acheter de l'informatique, il n'y en a pas tant que ça, en fait, en réalité. Donc, si je te suis, si tu es quelqu'un d'intérêt, en plus, je t'ai peut-être mis quelqu'un derrière toi. Ou qui a suivi. Je connais tes habitudes, je sais ce que tu as fait. Tu vas aller à l'hôtel, on peut parler de Snowden, par exemple. Il y a un documentaire qui est sorti, et c'est notamment les méthodes qu'il avait utilisées à l'époque. Il n'empêche, on te retrouve quand même. Puisque il y a un moment où tu vas te déplacer. Tu vas laisser des traces, que ce soit numériques, mais aussi physiques. Et en fait, quand les forces de police au sens large s'intéressent à toi pour une raison X ou Y, en fait, ils ne vont pas regarder que le numérique. Donc, tu peux réduire. Mais on va toujours pouvoir corréler tes traces numériques à qui tu es. Que ce soit de manière juste par les traces numériques et dire, OK, on peut recoller comme ça, ou on va prendre des éléments externes qui viennent de la vraie vie et de la vie physique.
Oui, mais c'est ça, c'est qu'il faut le vouloir de trouver la personne. Toujours la trouver, mais la personne lambda n'a pas d'intérêt à être suivie. Ok, je comprends. C'est le même mécanisme, c'est-à-dire que si on est sur les modèles de traite, il faut l'appliquer dans ce cas de figure aussi. On part du principe que le risque zéro n'existe pas de toute façon. Et effectivement, quelqu'un qui aurait les moyens et autres, mais on est toujours on fait de notre mieux. Et donc, tu vois, il y a un gap entre je navigue sur un navigateur n'importe comment, je regarde pas les paramétrages par défaut, etc. L'idée, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut compliquer la tâche. Potentiellement à quelqu'un. Il faut partir de ça. C'est Ninja Warrior. Il faut que tu mettes des obstacles. Plus tu arrives à mettre d'obstacles, plus les chances qu'on puisse arriver jusqu'à toi diminuent. Et puis, on va privilégier quelqu'un, si on est sur un modèle d'attaque de masse, on va privilégier une proie plus facile, quoi. Si on est sur un gouvernement qui te target, ça veut dire que on rentre dans un autre scénario. Mais je pense que c'est là le principe pour que aussi on ne tend pas. Je pense que nous, on est habitués à vivre avec ce côté paranoïaque. Oui. On arrive à vivre avec, on a fait avec. Je pense qu'il ne faut pas non plus que les gens qui nous écoutent se disent ma mère a déjà quitté la vidéo. T'inquiète pas. Bon, elle est déjà en PLS sur son canapé. Mais il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un sujet politique, notamment en France. Qui te tient à cœur. À cœur, exactement. Elle est facile, celle-là. Oui, allez, pour vous, elle est facile. Mais il y a le côté anonyme, pseudo-anonyme, il est extrêmement important. On parle aussi beaucoup de cyberharcèlement. Si vous dites des bêtises sur Internet, si vous harcelez des gens sur Internet, c'est pas parce que vous avez un pseudo, un machin, que vous avez changé 3 réglages qu'on va pas vous retrouver. L'anonymat sur Internet n'existe pas. C'est fin de l'affaire. Si vous avez des choses à vous reprocher, et on en a tous, à différents niveaux, évidemment, hein, je ne dirai pas lesquels, on vous retrouvera. Et à un moment donné, effectivement, s'il y a une raison pour laquelle on veut vous chercher, on va vous trouver. Donc, l'anonymat n'existe pas, le pseudo-anonymat existe, mais l'anonymat complet, full, n'existe pas. On aurait dû commencer par ça, en fait, pour s'entendre. Raison de plus, du coup, pour avoir une hygiène, tu vois. Faut pas l'entendre comme... Parce que comme on rentre sur le territoire politique, il faut pas tomber dans le travers. J'ai rien à me reprocher, donc je ne fais rien. C'est la pire chose qui puisse arriver. Justement, parce qu'il y a ces enjeux-là, parce que tout ce qu'on a raconté, il faut faire un minimum de protection. Et de toute façon, on va le dire si tu as fait une connerie, il va y avoir une enquête, il va y avoir Et puis ça change aussi. Ce qui n'est pas une connerie aujourd'hui peut être une connerie demain. Enfin, bref. Est-ce que les cookies, ça peut être dangereux ? Oui, par rapport à toutes les raisons qu'on a vues avant. C'est le cancer d'Internet. C'est-à-dire que un des moyens de violer la vie privée de l'intégralité de la population mondiale, c'est les cookies. Les cookies sont vraiment... Aujourd'hui, il y a 3 types de cookies différents. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais un des cookies principaux qui permet justement de faire ce qu'on appelle le retargeting, et l'objet principal qui permet de suivre les gens, tracer les gens dans leur activité numérique. Et c'est pas dangereux au sens je vais avoir un problème physique ou quoi. C'est dangereux au sens de la violation de sa vie privée. Est-ce que, par exemple, je vais sur un site qui m'a donné un cookie, je vais sur un autre site, le site A, il peut savoir que je suis allé sur le site B, genre ça peut me tracer. Oui, c'est le principe du cookie. C'est le principe de croisement des cookies. Non, mais pour aller encore pareil, parce que tu vois, là, on raisonne sur la vie privée et autres, et il y a d'autres cas où ton cookie, on peut récupérer des ID dedans de session et on peut se faire passer pour toi, du coup. Il y a aussi ça qu'il faut garder en tête, tu vois. Donc, du coup, les cookies, effectivement, Vous arrêtez maintenant. Vous arrêtez les experts. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle pour les gens que ça intéresse, des stealers. Et les stealers vont récupérer vos mots de passe. Quand vous allez être infecté, les cybercriminels vont récupérer vos pseudonymes et vos mots de passe, mais ils vont aussi récupérer vos cookies. Et en fait, il n'y a plus besoin du mot de passe, pour la faire claire. On va pouvoir vous voler votre session en cours en utilisant juste le cookie. Et donc, le cookie, c'est aussi une manière, si vous faites fuiter votre cookie, c'est un problème de cybersécurité également. Exactement. Tout à fait. C'est ce qui permet à Google de surveiller les 2 tiers du web. Ok. J'ai un gestionnaire de mots de passe. Déjà, c'est bien, j'imagine. C'est bon. Voilà, on peut me féliciter. Très bien. Ah, super. On peut applaudir. Là. Est-ce qu'il est en local ou est-ce qu'il est en ligne ? Alors, il est en ligne, je pense. En ligne, ok, d'accord. Très bien quand même. Mais parce que du coup, comme ça, il est sur tous mes appareils. Ah, bien sûr, je comprends. Mais j'ai un gestionnaire de mots de passe. Mon mot de passe de gestionnaire de mots de passe, il est forcément stocké quelque part, non ? Après, ils me disent que c'est crypté.
Mais du coup, il y a une question qui revient, qui est est-ce que c'est plus dangereux d'utiliser un gestionnaire de mot de passe ou c'est mieux d'avoir un gestionnaire de mot de passe? Et qu'est-ce qu'on fait de ce mot de passe du gestionnaire de mot de passe? Waouh, est-ce que vous m'avez suivi? Il y a eu beaucoup de... suivi. Voilà. Vas-y. La réponse est la même que pour les précédents. Question de modèle de menace. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population, c'est oui, utiliser des gestionnaires de mots de passe. Qu'ils soient local, en ligne, on s'en fiche. Utilisez des gestionnaires de mots de passe qui vont vous générer des mots de passe uniques pour chaque chose et que ce soit intégré dans votre logique, dans votre routine, il faut absolument les utiliser. Dans des cas vraiment qui sont des cas vraiment, c'est au pouillem, sur des modèles de menaces très particuliers, ça peut être un problème. Parce que effectivement, si je suis un président, je reprends cet exemple-là, oui, avoir toute ma vie numérique et les accès de ma vie numérique stockés quelque part, ça me donne ce qu'on appelle la surface d'attaque. Ah oui, d'accord. Qui donne potentiellement un levier supplémentaire à des adversaires pour pouvoir rentrer dans mon intimité et dans mon environnement. Donc, pour monsieur et madame tout le monde, il faut absolument, et j'ai envie de dire, à la rigueur, que ce soit en ligne ou pas, on s'en fiche, c'est pas la question. Il faut les utiliser parce que les bienfaits sont beaucoup plus nombreux que les risques potentiels. Après, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, effectivement, pour les gens un peu plus techniques, vous pouvez les utiliser localement. Et ensuite, petit à petit, se dire, non, en fait, ma condition fait que je ne peux pas en utiliser. Laurent, tu voulais dire un truc ? Oui, quelque chose qui peut paraître ridicule à certains experts techniques, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'utilité d'un gestionnaire de mots de passe ou ne savent tout simplement pas s'en servir, même si c'est pas compliqué dans l'idée. Il y a ce côté où, à titre personnel, je me méfierais toujours de quelque chose dont je ne vois pas le cœur qui bat. Et c'est pour ça qu'il m'est arrivé de suggérer quelque chose de très simple. Vous n'avez jamais joué avec du jus de citron et la flamme d'une bougie quand vous étiez gosse ? Okay. Aujourd'hui, vous avez encre simplement... invisible, quoi. Vous avez pour 2-3 euros dans n'importe quelle boutique... une encre invisible, un stylo avec encre invisible, avec la petite lumière bleue possible, et écrire ça dans 007. Un livre de sa bibliothèque, ses mots de passe principaux, on va dire, pour qu'ils soient chopés. Il en faut beaucoup. Certes, ça peut cramer, mais c'est une forme de sécurité complémentaire qui peut paraître jusqu'au boutiste, mais qui reste très simple, finalement enfantine, et qui convient quand même à certaines personnes. Ok. Puisque avoir un petit carnet où c'est écrit carnet de mots de passe, comme on le voit en vente dans des librairies ou des bureaux de tabac, ça fait quand même doucement rigoler. Je ne suis pas d'accord là-dessus parce que ce qu'on veut éviter, quel est le problème ? Ça, je suis un technicien et j'aime bien résoudre des problèmes. Quand on crée des sociétés, on résout des problèmes. Le problème, c'est quoi ? C'est que les gens utilisent le même mot de passe partout. Oui, c'en est un. Ça c'est le problème principal où vous utilisez des variations de mots de passe. Je vais m'inscrire sur YouTube, je vais marquer password YouTube. Et si je dois le changer, il y a quelque chose que je fais en conférence très souvent, c'est de dire votre mot de passe principal que vous utilisez un peu partout, il est probable qu'il commence par une majuscule, parce qu'on vous oblige à mettre une majuscule. Il est probable qu'il se termine par un numéro, et soit un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Exactement. Et en fonction de la taille qui est demandée, il va se construire comme ça. Et pour la quasi-totalité des gens, c'est ça. Ça, c'est un vrai problème parce que c'est du cognitif. On vous demande de mettre une majuscule dans un mot, vous allez le mettre au début. On vous demande de mettre des chiffres dans un mot, ça va pas. Donc vous le mettez à la fin. Et à la fin, on vous dit un caractère spécial. Je vais le mettre à la fin après le chiffre. Et donc, notre cerveau est fait de telle manière qu'on construit ces mots de passe comme ça. Et ça, c'est un problème. Et donc, le problème qu'on cherche à résoudre, c'est que les gens, par facilité d'esprit, utilisent le même mot de passe ou des variations. Et donc, tous les moyens qui permettent d'éviter qu'ils utilisent le même mot de passe, en mon sens, sont bons parce qu'on est en train de traiter des populations de manière très large, avec des niveaux différents, des modèles de menaces très différents. Et donc, s'ils veulent écrire dans un carnet, qu'ils écrivent dans un carnet. Si c'est des mots de passe différents, moi, ça me va bien. S'ils veulent utiliser un gestionnaire de mots de passe, encore plus, c'est bien. Mais tout ce qui fait qu'ils n'utilisent pas le même mot de passe... C'est le truc de modèle de menace. C'est-à-dire que pour toi, on ne va pas aller chez Madame Tout-le-Monde qui a son carnet de mots de passe, on ne va pas aller la cambrioler. Enfin, en même temps, si tu prends un cambriolage... Mais il faut être très direct. Non, c'est pas ce qui va intéresser les cambrioleurs. Pour être très direct, ma grand-mère,
elle a 80 ans, elle va pas utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est trop compliqué. Ouais. Par contre, ma grand-mère, elle a une activité numérique, elle a un ordinateur, elle va sur Internet et elle a cette nécessité aussi. Donc, si c'est un carnet, ça lui va bien, bah ouais, tant mieux, c'est cool. Ouais, je suis pour l'utilisation des gestionnaires de mots de passe. Et quand je disais tout à l'heure en ligne ou en local, c'était juste pour faire la blague de est-ce que tu as l'authentification en ligne ou pas, quoi. C'est la prochaine question. Bon, bah voilà, c'était pour transition parfaite. tu vois, pour te dire, est-ce qu'on va plus loin, on creuse parce qu'il y a toujours un petit coup double authentification, on est d'accord, c'est bien à tous les niveaux, il n'y a pas de. Alors, c'est bien. Il n'y a pas de red flag là. C'est bien, mais il faut éviter celle par SMS. Il faut privilégier celle par OTP, quoi. Celle par les petits trucs qui te donnent un nouveau chiffre qui change. Les authentificateurs là. Ouais, pour éviter le SIM swap, pour éviter que tu tombes dans quelqu'un. C'est quoi le SIM swap? J'y arrive, c'est simple. C'est des gens qui peuvent. C'est des gens, tu sais, tu peux appeler un opérateur. Ouais. Je me fais passer pour toi. Et j'active une nouvelle ligne de téléphone parce qu'il y a certains opérateurs, tu peux les convaincre de faire ça. Il faut que tu aies mon mot de passe. Attends, mais c'est. Non, il n'y a pas. Non, l'authentification. Il y a des. Non, en fait, je vais appeler l'opérateur. Tu appelles l'opérateur. Je vais dire bonjour, c'est Cyrus, j'ai un problème, je suis en galère. Oui, non, ça oui. Mais donc, c'est que faut que tu chopes. Donc, tu chopes ma SIM. Non. Je vais appeler l'opérateur, je vais dire je suis en galère, j'ai perdu mon numéro, est-ce que vous pouvez me renvoyer une autre SIM avec le même numéro? Vous la faites livrer à telle adresse, s'il vous plaît. Et donc, je vais recevoir. Oui, donc tu tapes ma SIM. Je vais recevoir ta SIM et c'est moi qui vais l'activer. Et toi, elle va être désactivée. Non, mais ça, j'entends. Donc, mais faut que tu. Donc, imaginons que tu veux t'inscrire tu veux te connecter sur mon Google. Tu dois avoir mon mot de passe Google, choper ma SIM. Tu vas avoir ces deux trucs-là et après, c'est bon. C'est ça? Typiquement, Jacques Dorsey, le CEO de Twitter. L'ancien CEO. C'est ce qui lui est arrivé, tu sais. C'est le use case qui a marqué un peu les dernières années, où il y a des gars qui ont fait un swap. C'est quand même c'était le CEO de Twitter, tu vois. Et en plus, c'est un vrai techos, lui. Et pourtant, il s'est fait avoir par cette technique-là. Quelqu'un qui a appelé, ils ont contourné. Ils ont pris, d'ailleurs, ils avaient tweeté. Ils sont allés jusqu'à tweeter. Ils ont tweeté, j'ai eu un petit doute. Ils sont allés jusqu'à tweeter carrément à sa place. Donc, c'est pour ça que de dire vaut mieux avoir des OTP. C'est noté. Vaut mieux avoir des OTP qui font que tu as de la même genre manière de choses. que le gestionnaire de mot de passe, activez-le. Si c'est par SMS, c'est pas la fin du monde. C'est cranté, tu vois, c'est toujours. Tu démarres avec SMS, c'est mieux que rien. Voilà. C'est ça. Et t'as la hiérarchie après, tu suis le truc, quoi. Est-ce qu'un VPN, ça sert vraiment à quelque chose? Oui et non. Dans mon cas de figure, oui. Ça dépend des cas d'usage. En public, je dirais oui. Oui, je le conseille. Qu'est-ce que c'est prendre un VPN? C'est rajouter un ordinateur entre vous et Internet. Un ordinateur qui ne vous appartient pas, qui appartient à une société privée qui a aussi besoin de vivre. Et donc, qui va aussi exploiter ces données-là et potentiellement les revendre derrière. Donc, le VPN, oui, c'est très utile pour certains cas d'usage. Je crois qu'il y a ça qui fait non de la tête. Non, je trouve que Baptiste, pour le coup, il est un peu extrême là sur le sujet. C'est peut-être ça. Je comprends, mais je te donne un exemple très simple. On parle encore de Monsieur Tout-le-Monde. Des gens, des élèves, par exemple des étudiants, qui sont nomades, c'est-à-dire qui se connectent beaucoup à des Wi-Fi à l'extérieur, dans des halls d'hôtel. C'est catastrophique. Et je sais que, par exemple, aujourd'hui, ton navigateur, il va pousser le HTTPS par défaut. Donc, la capacité d'aller sniffer le trafic est un peu plus compliquée pour des jeunes qui démarrent, mais pour des gens qui en font un métier d'aller exploiter ces données-là, j'ai l'impression que ça fait quand même partie des principes qui peuvent quand même, tu vois, te rajouter, te rendre encore une fois une target moins accessible. Donc j'ai envie de te dire, Monsieur Tout-le-Monde qui reste chez lui, qui se connecte pas au Wi-Fi à l'extérieur régulièrement et autres, je veux bien. Quelqu'un qui se connecte très souvent, il devrait se poser ce genre de questions. À lui de dire, où est-ce que je vais, parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre. Mais ça, on ne peut pas éliminer ça comme ça en disant non, ça me sert à. Je trouve que pour le coup, il faut pas qu'on oublie qu'il y a des gens qui regardent. C'est pas ce que je dis. Le nombre de personnes qui se sont fait avoir durant un voyage dans un hôtel, c'est le running gag. C'est vraiment le truc. Mais c'est pas ce que je dis. C'est une question de cas d'usage. Ouais. Ce que je dis, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est plutôt un non parce que dans ton trafic, quand tu vas être chez toi sur ton ordinateur, utiliser un VPN de manière automatique, c'est plutôt un grand non pour moi. Ça dépend des cas d'usage, etc. Mais la question du déplacement, par exemple, quand je suis en voyage et que j'ai un certain modèle de menace, oui, là, il y a une question. Et il y a même une question sur quel VPN utiliser. En plus, et sur, encore une fois, le cloisonnement, la temporalité. Et c'est pour ça que moi, je vais plus loin. Je vais même créer mon propre VPN pour aller ensuite le chanter. T'as dit un truc, Laurent? Non, simplement, le premier conseil, je dirais, pour la masse, c'est d'éviter ce qui est gratuit. Vous connaissez tous la maxime, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Ouais.
Donc les solutions, il faut savoir qui les produit au moins, et elles ont un coût. Ça aussi, il faut le comprendre. On n'est pas capable, je ne suis pas capable de créer mon propre VPN. C'est réservé à des grands spécialistes comme Baptiste ou Yassir. Mais dans le cas de figure, par exemple, de mes étudiants, le Wi-Fi de la fac, c'est un cauchemar. Ouais. Les étudiants qui sont en plus en alternance, qui voyagent beaucoup, le Wi-Fi de la gare, effectivement... En fait, n'importe quel Wi-Fi que tu connais pas, en fait. N'importe quel Wi-Fi public. Le côté antivirus, VPN, il ne faut pas que ce soit gratuit. Ouais. Dans le concept, on ne peut pas se rémunérer dignement. On va dire évidemment que ces personnes-là qui créent ces outils ont besoin de se rémunérer. Donc, histoire d'éviter qu'elles se rémunèrent avec les données personnelles, on penche quand même pour donner une forme de rémunération officielle. C'est un peu comme quand on achète une maison ou qu'on la loue, on loue la serrure avec. On achète la serrure avec. On va pas, faire confiance en disant allez, ça coûte un petit peu moins cher, mais il y aura pas de serrure. C'est gratuit, quoi. Je reprends les questions de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Du coup, si je comprends bien, par exemple, désolé, je passe du coq à l'âne, mais je dois pas enregistrer ma carte bleue quand je fais des achats sur le navigateur. Alors déjà, faut pas l'enregistrer. Déjà, si on peut utiliser un code unique pour un achat, c'est quand même plus logique. Ah oui, les cartes éphémères. Oui. Ah oui, là il y a un oui unanime. Donc vous êtes sur les cartes éphémères, vous mettez jamais votre carte bleue, quoi. Cloisonnement, temporalité. Vous utilisez des trucs comme Apple Pay? Oui. Ouais. C'est sécurisé, c'est bon? Oui. Moi, j'ai l'équivalent sur, comment il s'appelle, sur Android, j'ai perdu le Google nom. Pay. Voilà, Google Pay, merci. Mais ouais. Encore une fois, je passe du coq à l'âne. Il faut se méfier des QR codes qu'on scanne avec son téléphone parce que c'est un lien, donc ça peut être n'importe quoi. Scannez pas les QR codes. Voilà. Ça sert à rien. Ok. C'est tout simple. En fait, juste pour expliquer, c'est une question de confiance. C'est-à-dire que quand vous scannez un QR code, vous allez scanner quelque chose et vous savez pas là où vous allez atterrir. Donc c'est, pour vous prendre une image, scanner un QR code, c'est fermer les yeux et cliquer sur un lien. Ok. C'est pareil. Donc vous êtes dans un bar, vous voyez un QR code pour le menu. Je demande le menu. Pareil. Et je pense être la plus paranoïaque des trois, vu que les deux savent davantage que moi, techniquement parlant. Oui, toi, l'inconnu fait plus peur encore. Ok. Et le QR code, les gens ne réalisent pas, c'est que dans certains cas de figure, ça peut télécharger, des choses sur ton téléphone, non? Ah ouais. Dans certains cas de figure. Mais je n'ai pas de menu, monsieur. C'est ça le menu. Bah après, dans des cas extrêmes. Genre, tu scannes le lien et tu le mets dans un outil pour vérifier qu'il n'y a rien. Non, mais j'ai envie de dire, tu as faim, tu as super faim et tout. Je sais pas. Je demande aux collègues de le scanner. C'est en règle générale. Là, si on est, monsieur, je parle au téléphone, merci. Monsieur, tout le monde. Moi, je te dis ça, mais ma femme à côté de moi ou mes enfants, voilà, ils vont scanner, tu vois. Donc. Il y a une affaire d'attitude d'ensemble dont on parle peut-être pas assez. Ouais. Ce côté paranoïa police, en fait, non. C'est non, je vais pas vous donner mon adresse mail pour recevoir le ticket de caisse. La loi nous demande quand même, enfin vous oblige quand même à me donner un ticket de caisse. Quand chez But et Conforama qui se sont fait pirater là d'ailleurs il y a pas longtemps en parlant de ça, ils vous obligent à donner vos informations personnelles pour la facture. Alors oui, pour une facture, c'est effectivement obligatoire, sauf qu'on vous demande pas la facture, on vous demande un ticket de caisse. D'accord. Ensuite, il y a le côté avoir pour les gens lambda, avoir une autre identité numérique. Ouais. Vous inventez un nom, un prénom avec rue de la République, je ne sais où, ça peut leur suffire. Au moins, quand ça fuite, il n'y a pas trop de problème. Ce sont des astuces, on va dire, du grand public. Ouais, c'est rue des Lilas, pour information. Souvent, je donne mon adresse, c'est rue des Lilas, 75 000. Je ne sais même pas si elle existe, mais... C'est noté. Je m'appelle John Doe. Tout le monde va habiter à rue des Lilas. On a une grosse coloc rue des Lilas. C'est vrai, il y en a partout. Tu vois. Comment savoir si un site web est légitime ou si c'est une copie phishing? Mais j'imagine que, du coup, en fait, depuis tout à l'heure, on parle d'outils qui checkent les URL, mais il y a des outils sur Internet, on peut voir ça sur Google, mais on colle un lien et il va nous dire si c'est du phishing ou si c'est un lien malicieux ou ce genre de choses, non? Oui, il y a des systèmes comme ça qui existent. Après, encore une fois, c'est beaucoup une question de bon sens. Une des arnaques qu'on voit le plus, c'est des gens qui vont acheter des choses sur Internet sur des sites qui sont plus ou moins légitimes et qui soit se font avoir leur numéro de carte bleue ou ne reçoivent jamais en fait le produit qu'ils ont acheté. Sur ce type d'arnaque-là, comment on contre ça? C'est encore une fois du bon sens. C'est de regarder le site internet. Est-ce qu'il semble... Les avis aussi. Est-ce qu'il semble professionnel? Et d'aller chercher sur Google, OK, est-ce qu'il y a des gens qui ont commandé? Est-ce qu'il y a des signalements d'arnaque? C'est de faire une recherche, effectivement, sur le site. Bien lire le nom de domaine, parce qu'il y a des personnes qui achètent un nom de domaine similaire. Avec soit un caractère qui change. Ou des caractères particuliers.
Voilà, c'est effectivement des petites astuces. Question qui est revenue très souvent aussi sur Instagram, parce que j'ai pris les questions aussi des abonnés. C'est, est-ce que je peux me faire espionner par ma webcam ou mon micro sans le savoir? Vous savez, c'est le fameux... Oui, si tu es attaqué, il y a des malwares qui peuvent activer ta caméra de téléphone. On parle pas de ton ordinateur ou il y a des malwares qui peuvent à distance activer ta caméra. Il y a même des cas de figure où on peut activer la caméra sans le LED, sans le petit LED. Ah ouais. Ouais, il y a des. Mais après, c'est encore une fois le truc de modèle de menace. Oui. Il y a très peu de chances que. Alors, il y a quand même plusieurs choses. Il y a la question de l'ordinateur portable. Je pense et c'est comme ça qu'elle a été posée la question. C'est ton ordinateur portable avec ta petite LED et ta cam intégrée. Ça, effectivement, oui, techniquement, c'est faisable. De la même façon qu'on peut t'envoyer un SMS piégé, mais ça va être réservé à un certain type de domaine. Il y a une photo à un certain type de personne. Il y a une photo très connue de Zuckerberg avec son ordinateur qui est scotché derrière. On parle sur des personnes qui sont high profile et effectivement, techniquement, c'est faisable, mais ça vous arrivera pas. Par contre, si vous installez une webcam chez vous, vous avez acheté une webcam sur Amazon, un truc à l'arrache, vous savez pas trop d'où ça vient, vous le branchez sur Internet, vous faites aucun réglage, ces webcams, en règle générale, sont accessibles depuis Internet. Et là, tout le monde peut accéder à votre webcam. Et pour l'avoir vécu, moi, j'ai réussi à trouver une webcam au-dessus du lit d'enfant de mes voisins. Avec le petit Donc, rue des Lilas. Rue des Lilas, exactement. 2 bis. 2 bis, effectivement, dans notre coloc. Mais c'est... Et on voit des choses de la vie de tous les jours. Et tu fais quoi de... Genre, tu les préviens, tu les préviens, tu leur dis, faudrait peut-être soit débrancher, je sais pas si j'aimerais t'avoir en voisin ou au contraire, j'aimerais pas t'avoir en voisin. C'est sûr que non. C'est la sécurité physique aussi, quelques petits éléments physiques. Les goodies, c'est hyper connu aujourd'hui, les petits caches webcam, ça coûte rien pour le coup, d'en poser une, même pour soi. Je veux dire, le sentiment, rien que le sentiment de pouvoir être observé. Ouais. C'est pas. Voilà. Moi, j'avoue, c'est le son qui me fait flipper aussi. Et là, pour le coup, c'est dur de mettre. Il n'y a pas de cache. Si, il existe des. Si. Ouais. En fait, les prises de jack. En fait, tu peux avoir des fausses prises de jack, c'est-à-dire que ton ordinateur, comment ça fonctionne, c'est que, en gros, sur la sortie son, tu vas brancher juste comme si tu avais des écouteurs, mais en fait, tu n'en as pas. D'accord. Mais l'ordinateur va croire que tu as des écouteurs. Donc, il va essayer de capter en fait, le son à travers ces écouteurs qui n'existent pas. Et donc, en fait, il n'y a rien qui est capté. Et là, c'est pour les paranos. C'est pour les paranos de service. Mais tout le monde est devenu parano, les gars. Il faut développer cette paranoïa polie. En tout cas, pour le grand public, c'est fondamental. Et ce côté, petite sécurité physique, elle est simple. Tu dis qu'il faut monter un peu le curseur, quoi. Un peu plus que un peu. Honnêtement, vu le niveau actuel, oui, il faut grimper au-delà. Mais voilà, vous avez ces petits caches webcam, vous avez ces petites prises jack, vous avez même des systèmes pour les USB qui font tampon. C'est-à-dire, on a une prise USB où elle filtre en cas de saloperie sur le disque dur éventuel ou autre. Ce qu'on appelle des data blockers, en fait. Ah oui, parce que j'ai vu qu'il y a des câbles USB qui sont des malwares, en fait. Les connecteurs. L'ancienne technique d'abandonner des clés USB un petit peu de partout dans les restos ou autres, elle existe encore. Hein. Où on se dit, super, une clé USB. En fait, il y a une saloperie. J'en ai dans mon sac, quand même. Je peux vous les montrer, si vous voulez. J'ai tout ça dans mon sac. Parce que ça fait partie en fait de mon équipement de voyage. Je vais avoir des caches pour la webcam, je vais avoir pour obscurcir mon écran. Le filtre confidentiel. Le filtre de confidentialité. Moi, je l'ai même pas, ça. Ça, c'est pas bien. Mais j'ai même le... Il est efficace. Hein. Quand tu le mets, je suis dans le métro, c'est vraiment efficace. J'ai même le routeur Wi-Fi. J'ai même le routeur Wi-Fi qui va être mon propre routeur Wi-Fi qui me permet d'avoir mon accès Internet dédié. Là, c'est niveau expert. Donc. Attends, ça sert à quoi? Donc en gros, c'est au lieu de, par exemple, vous êtes dans les transports. Parce que le Wi-Fi, c'est ma prochaine question, c'est parfait. Vous êtes dans les transports et vous faites un partage de connexion avec votre téléphone. Ouais. En fait, vous allez utiliser la connexion qui est fournie par votre opérateur téléphonique. Sauf que moi, j'aimerais bien utiliser soit Tor, soit mon VPN, supprimer tout le filtrage de publicité, etc. Donc en fait, je vais brancher mon téléphone à mon routeur Wi-Fi qui, lui, va
faire ce filtre-là dont on parlait tout à l'heure avec Pi-hole, etc., qui va utiliser le VPN de mon choix, peut-être. Et donc, il y a plein de réglages supplémentaires. Et ça permet de rajouter, en fait, un filtre, cette fameuse password, entre mon ordinateur et Internet. Mais là, pour le coup, si on revient sur Monsieur Tout-le-monde... Oui, là, c'est loin. Non, mais déjà... Non, mais il y a un réflexe qui est intéressant. Si tu es sur... À un moment, tu veux te connecter avec ton ordinateur et les Wi-Fi, c'est quand tu as des doutes, tu partages ton téléphone. Bien sûr, et tu passes par ton téléphone, ça sera toujours mieux que d'aller, tu vois, te connecter sur des spots que tu ne connais pas du tout, parce qu'on te dit, voilà, c'est free, vas-y, utilise à gogo, quoi. Partager son Wi-Fi. Genre, il y a des gens qui viennent chez moi, ils me demandent le mot de passe de mon Wi-Fi parce qu'ils ont besoin d'Internet. Est-ce que créer un guest, ça me sauve de tout risque potentiel? Ou est-ce qu'il ne faut pas partager, quoi qu'il arrive, son Wi-Fi? Ça dépend si tu veux qu'il reste ami, c'est tout. Non, pareil, je pense que tu as une population autour de la table qui ne va jamais te dire ça me sauve de tout risque. Malheureusement, on ne peut pas dire ça. Par contre, mais si tu vas jusqu'à créer effectivement un guest, c'est super, vraiment, pour Monsieur Tout-le-Monde, soyons honnêtes, c'est vraiment super. Parce que du coup, tu peux le supprimer. Tu peux lui affecter un mot de passe particulier qui protège toi, le mot de passe et tout. Donc, si déjà, par défaut, tu changes le mot de passe qui vient avec ta box de base, tu fais ça, et pour les gens qui viennent chez toi, tu crées un guest, par rapport à ce que fait la majorité des gens, tu as déjà franchi des pas qui sont pas mal, quoi. Tu vois, tu vas dans le bon sens, quoi. Question qui me vient là, est-ce qu'à trop en faire, on n'attire pas, on se dit pas, lui, il a des choses à cacher, lui? Après, ça c'est une question, ça c'est ma mère aurait pu poser cette question. Tu sais, c'est du genre, tu blindes ta porte, tu mets une alarme, lui, qu'est-ce qu'il cache? Ça arrive dans le milieu peut-être des activistes. À un moment, la question s'est posée, tu sais, il y a les protocoles PGP de chiffrement qui ont été installés. Et il y a du coup les gens qui activaient ce genre de choses-là dans les régimes qui allaient scanner en profondeur le protocole, ils pouvaient dire du coup, attends, mais lui, pourquoi il active ce protocole? Et du coup, ça pouvait t'isoler comme une population qui utilise ça. Alors, il faut continuer de faire du chiffrement, mais la promesse du PGP, ça aurait été si tout le monde avait généralisé ça, vraiment tout le monde l'avait adopté, là, pour le coup, ça aurait créé une autre dynamique. Mais là, c'est vrai que dans ce cas de figure, ça a, dans certains cas, été utilisé pour spotter certains activistes ou pour lever des red flags en disant « Ah bah tiens, lui, pourquoi il active pourquoi on n'arrive plus à voir ce qu'il est en train de faire, en gros, tu vois ?» Au niveau de la masse, on n'en fait jamais trop. Ok. Parce que moi, j'avoue, j'ai peur de changer mon nom de Livebox, par exemple, parce que je me dis, j'ai pas envie d'attirer l'attention. Tu vois, j'ai pas envie de lui donner un nom... ouais, mais si tu donnes un nom funky, c'est sûr, mais si tu lui donnes un nom... Tu changes. Terroriste 260, ça peut poser problème. Ouais, voilà, si tu joues avec ça. Il faut quand même rappeler que ce que j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas intéressant. Donc tu peux changer ton nom de Livebox, tu peux faire ce que tu as envie. T'es pas très intéressant pour être honnête. Par contre, si demain, effectivement, et c'est ton cas pour le coup, tu es quelqu'un de public, tu vas prendre position, tu vas te créer en fait des adversaires, et là, effectivement, la question va se poser de ta surface d'attaque et de te dire en fait j'ai changé mon nom de Wi-Fi et j'ai mis Cyrus dedans. Là c'est un problème. Mais tout faut contextualiser les choses. Il n'y a pas de vérité générale en disant changer le nom de Wi-Fi c'est pas bien. Mais par contre il y a dans un contexte donné une méthode qui est plus ou moins adéquate. Je crains quand même que dire on n'est pas intéressant fasse passer un mauvais message pour le grand public. C'est leur première démarche, c'est dire mais qui s'intéresse à moi? C'est le premier problème. Je suis d'accord. Il y a un exemple, et on l'a cité juste tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on réfléchit sur le Wi-Fi, tu as plein de gadgets, d'objets connectés que tu peux passer à ta maison, tu vois. Et du coup, ces objets-là, encore une fois, quand ils sont par défaut, ils apparaissent en ligne. Et quand ils apparaissent en ligne, on peut dire ce qu'on veut. Il y a aujourd'hui des scripts qui tournent de manière Shodan, pour ne citer que celui-là, qui scannent toutes les adresses IP, toutes les combinaisons possibles et tout, et qui enregistrent. Tu as parce qu'on parlait de caméras connectées, tu as des outils dans lesquels tu peux aller chercher et il peut te sortir des listes des caméras qui apparaissent. Il ne faut pas garder en tête qu'il n'y a pas que
Non, mais c'est une réalité. Donc, du coup, je pense que monsieur tout le monde, il faut trouver cet équilibre impossible. Voilà, il y a une sorte d'équilibre impossible à trouver. Il faut aller le chercher. Il faut vraiment être vigilant. Si tu veux, je suis d'accord, mais c'est à trop en faire, on fait plus rien. C'est-à-dire que les questions qui sont posées ici, par exemple, de dire est-ce qu'on peut allumer ma caméra, sont des questions que les gens se posent. Ouais. Et de dire est-ce qu'on va allumer ma caméra. La réalité, c'est non, personne va allumer votre caméra. C'est pas vrai. Ouais. Par contre, parce que en fait, on s'en fout de ton image. Non, mais c'est pour ça Mais techniquement, c'est faisable, mais personne va l'allumer, ta caméra. Par contre, utilise des mots de passe différents. Là, il y a un sujet, parce que password spraying, etc. Là, il y a un vrai sujet. Mais il faut mettre le focus sur les choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire l'adoption du second facteur, l'adoption du gestionnaire de mots de passe. Mais on a une tendance, et parce que les films, parce que Internet, parce que les fantasmes... Et aussi parce que c'est facile. Je trouve que se protéger de la caméra, je mets un post-it Non, mais dessus. c'est ce que j'allais dire. Et en fait, c'est beaucoup plus facile à mettre en place qu'un gestionnaire de mots de passe. Mais tout est... Dans la tête des gens, en tout cas. Mais il n'y a rien qui est compliqué. On ne en peut pas réalité. se dire je fais une partie, je me protège une petite partie et je ne me protège pas de l'autre côté. Ça, c'est pas, Parce que ça, c'est pas une protection d'ensemble. Et en fait, la réflexion, elle doit être complète. C'est-à-dire, si je me protège, je prends toutes les mesures, on va dire, les plus simples possibles, les plus classiques possibles, pour me protéger, mais contre qui et quoi ? Contre les cybercriminels, oui. Mais très honnêtement, moi, je préfère largement que mon compte bancaire soit vidé et bien à zéro que mon identité soit usurpée. Parce qu'alors là, pour se sortir de là, c'est encore pire. Mais je suis complètement en désaccord parce que on parle d'une population, on parle de l'adoption en masse sur une population complète. Et on ne peut pas demander à monsieur et madame tout le monde, et c'est un tort que le secteur de la cybersécurité a fait depuis des années. On est en train un peu de shifter, c'est de dire le problème, c'est les gens. Les gens, c'est leur faute. Ils ont mal fait. Et ils adoptent pas les bonnes choses. Ça, on peut pas penser comme ça. C'est à nous de fournir les outils qui leur amènent une sécurité maximum. Et on va pas demander à tout le monde de mettre du scotch des webcams pour bloquer la webcam. Oui, c'est facile. Mais les gens ont pas le temps, ont pas envie, ça les intéresse pas. Est-ce égocentrique de penser qu'on puisse voler nos petites données personnelles dans un monde si grand ? Non, ça l'est pas. Ça l'est pas parce que effectivement, il y a une exploitation des données personnelles. Même si on n'est pas intéressant. Même si on n'est pas intéressant, parce qu'il y a une exploitation commerciale et économique. Donc, qu'est-ce en fait, que l'océan si ce n'est une multitude de petites gouttes d'eau ? Très juste, très juste. Donc en fait, si je comprends bien, il y a des attaques ciblées par des cybercriminels qui, elles, vont s'intéresser à effectivement... voilà, on va peut-être pas faire une attaque ciblée sur vous par un cybercriminel si vous êtes personne, entre guillemets. Par contre, tout ce qui est vie privée, données, là, ça brasse énormément. Tout ce qui est attaque par mot de passe, ça peut être fait par des scripts, donc ça peut brasser beaucoup. En gros, j'ai l'impression qu'il y a cette distinction-là. Il y en a une qui est une attaque un peu au couteau dans la rue, où en fait, il y a une personne qui va viser une personne et ça va être par un humain. Et il y a ça va être une attaque, genre c'est un gaz balancé sur le ciel, quoi. Ouais. C'est un peu violent, mais c'est un peu ça. Ouais. Il y a beaucoup de travaux sur les profils des attaquants. Il y a beaucoup de rapports qui sortent sur quels sont les profils des attaquants. Et de manière très caricaturale, l'attaquant peut être un État, peut être un compétiteur si tu es une entreprise, peut être un cyberterroriste, peut être un mafieux, cybercriminel, ça peut être ce qu'on appelle un script kiddies, un petit jeune, un petit adolescent qui le fait pour le fun, ça peut être ton conjoint qui le fait par jalousie, tu vois, et c'est là aussi ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fonction de qui tu as en face de toi, le type d'attaque ne sera pas le même. Et comme on parle de la masse, on est sur les cybercriminels qui se disent « je veux un ROI rapide ». Je veux attaquer 5 millions de personnes, n'importe comment, en spammant tout le monde, et s'il y a 2% qui tombent dans le piège, j'ai gagné de l'argent. Et après, j'ai l'impression qu'il y a, si je rebondis sur ce que disait Laurent tout au long de cette table ronde, il y a plus que de l'attaque, il y a attaque et attaque, il y a genre juste voler les données, utiliser ces données, exploiter ces données sans ton consentement, les vendre, etc. Ouais. Ça rentre pas dans ce que les gens pensent être une attaque. Mais en fait, on est aussi un peu... ça à prendre en compte. Il ne faut pas oublier que ces gens... privée. Oui, mais la plupart de ces gens, quand on utilise par exemple les outils de Meta, on donne le consentement pour l'utilisation de l'exploitation de ces données-là. Quand je dis sans consentement, c'est le consentement éclairé, entre guillemets, de vraiment en prendre conscience. Mais...
Les gens Ouais. doivent prendre conscience qu'ils sont considérés par les data brokers, par ces millions de cybercriminels, comme des pigeons. Ce sont les pigeons du web. Ok. Vraiment, il faut partir de ce concept-là. Et à partir de là, on essaie de démontrer qu'on n'en est pas un Ouais. et qu'on fait juste gaffe un minimum. Mais il ne faut pas oublier aussi que ces millions de cybercriminels ne sont pas des hackers. Pour autant, une partie peuvent l'être, Ouais. mais c'est extrêmement simple d'acheter une liste d'adresses mail, d'acheter à côté un rançongiciel dont la valeur peut osciller selon la cible. Et justement, quand on ne cible pas, on prend un truc merdique. Mais malgré tout, sur cette liste de millions ou juste milliers d'adresses mail, il y aura toujours quelques pigeons du web qui vont tomber dedans. Ok. Et ça va leur suffire parce que finalement, la rentabilité, elle est bien supérieure à l'investissement. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc que vous n'avez pas dit, qui vous tient à cœur, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Je voudrais finir sur une note positive. Parce qu'on a été très pessimiste, on l'a dit à plusieurs reprises, ça fait peur, etc. Il n'y a plus personne, je pense. Mais il y a plus personne. Mais pour le mec ou la meuf qui est restée jusqu'au bout de la vidéo, c'est de dire, c'est possible. On peut se protéger en faisant avec un minimum de bon sens, en prenant le temps, en arrêtant de réagir immédiatement aux pop-up, aux boutons qu'on va avoir. On peut déjà faire des gestes extrêmement simples qui vont nous protéger en termes de cybersécurité, mais aussi au niveau de nos données personnelles. Encore plus, aujourd'hui, il y a plein de ressources sur Internet qui permettent, si le sujet vous intéresse, de creuser un petit peu et très très rapidement, vous allez être dans le 1% des gens qui vont bien se protéger. Donc, des menaces, il y en a plein. Elles ne vous concernent pas forcément toutes. Par contre, les solutions, on les codait. C'est pas très compliqué. Et si vous faites un minimum attention, c'est complètement possible. Ça peut faire peur, mais n'ayez pas peur parce que toutes les solutions sont là et que c'est pas très compliqué. Vous n'avez pas besoin d'être technicien, vous n'avez pas besoin d'être extrêmement intelligent. C'est que du bon sens. Bah écoute, moi je suis assez aligné et je pense qu'on ne peut que finir sur une note positive. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dresse ce qui est de l'ordre du possible, ce qui est faisable, etc., c'est pour éclairer les gens, pour qu'il y ait une prise de conscience. Mais comme on le répète depuis le début, passer la première barrière de commencer à se protéger par rapport à la majorité, il y a des petites astuces qu'on peut faire facilement, qui peuvent peut-être il y a 3 grandes catégories à garder en tête à chaque fois qu'on réfléchit sur ces sujets. On va reprendre l'idée des paramétrages de base. Ça, c'est toujours regarder sur tout ce qui va être paramétrage de base. Il va y avoir ce principe de ne pas céder à l'immédiateté, parce que c'est très souvent, il y a toujours un caractère urgent quand on veut t'arnaquer, il faut le faire, etc. Donc, toujours se dire, j'ai pas besoin de cliquer tout de suite, j'ai pas besoin de répondre tout de suite, et en cas de doute, vérifier la source. Si c'est ta banque, tu appelles ton conseiller. Si c'est ta famille, tu appelles la personne en question, etc. Le dernier sujet, peut-être qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est celui des backups. Pensez à dupliquer ces données, à faire des outils de backup. Là aussi, ça permet à beaucoup de gens de s'en sortir parce qu'on ne compte pas les personnes qui ont perdu des photos, souvenirs. Et ça fait énormément de mal. On l'oublie. Le cas concret, c'est vous perdez de l'argent. OK, mais ça, c'est une autre histoire. Mais faire des backups, c'est aussi un réflexe qu'il faut développer pour se dire mes photos, mes vidéos, mes documents. Tu vois, il y a des documents importants. Je peux les stocker comme ça. Si le jour où j'ai quelque chose, une machine, mon téléphone qui tombe, je peux au moins retrouver des documents qui peuvent m'aider à continuer ma vie. Voilà. On dit Très que clair. ce qui n'est pas sauvegardé à 3 endroits différents, dont au moins un déconnecté, n'existe pas. Mais je suis totalement d'accord avec ce que nous ont dit Baptiste et Yassir. Et j'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que certes, on a des outils qui sont magnifiques entre les mains. Ce sont des merveilles de technologie, absolument. Mais on en possède une autre de merveille, ça s'appelle le cerveau. Et il faut aussi lui faire confiance. Et ne pas faire en sorte de perdre ses capacités cognitives. Donc la liste de courses, on n'a pas besoin de l'enregistrer sur le téléphone qui va nous suivre avec tout ce qu'il y a autour. Par contre, on peut l'écrire sur un petit bout de papier. Ça peut suffire. Ok. Et bizarrement, c'est une forme de sécurité extrêmement simple aussi. Ouais, ce que tu me disais en off, c'est que toi, tu prônes un peu cette déconnexion, j'ai l'impression. La connexion peut être nécessaire, elle l'est aujourd'hui bien sûr dans un grand nombre de cas et dans tous les domaines,
c'est transversal, ça fait partie de notre société, mais savoir se déconnecter, c'est tout aussi fondamental. Très clair, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous suivre si on veut en savoir plus Alors on va moi, commencer par toi, principalement, Yassir, c'est sur LinkedIn. C'est là Ouais. où je publie les actualités, mes petites analyses, etc. C'est principalement sur LinkedIn. Yassir Khazar, Ok, on me rajoute. Et puis voilà. ok, trop bien. Pareil, Merci. Laurent Raimondo sur LinkedIn, Ok, mon seul réseau social. parfait. Et alors moi, ça va être principalement sur Twitter, où vous tapez Baptiste Robert ou mon pseudo, donc F-Society, un peu compliqué à écrire, mais c'est Ouais. pas très compliqué à trouver, où je vais publier beaucoup de choses, notamment sur la traque de cybercriminels liées à l'actualité. Il y a pas mal de choses. Et après, également sur LinkedIn, je suis sur tous les réseaux, Blue Sky, tout ce que vous voulez. Je les ai tous, il n'y a pas de problème. Ok, Je suis pas le plus dur à trouver. ok, trop bien. Merci beaucoup pour votre temps, votre expertise. C'était un plaisir. Et j'ai à vous appris plein de tous. trucs. Donc voilà, et j'espère que vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Super.